fondateur de Home et c'est l'acronyme de Arrêtons l'usage unique maintenant. Et l'objectif, c'est de transformer le secteur du nettoyage, qui est un secteur qui est un peu oublié. Et c'est vrai que quand tu réfléchis au nettoyage et aux innovations que tu as dans le monde du nettoyage, il y a le lave-vaisselle qui est une vraie innovation qu'on a chez soi, mais on utilise encore des éponges, des serpillières. Attention aussi à pas se dire « Oh là là, je prends du carton, tout va bien, je suis écolo, etc. » Ce qui n'est pas le but. C'est pour ça que nous, on pousse énormément au réemploi et en disant de toute manière, la solution aujourd'hui, c'est juste pas de déchets et c'est ce vers quoi on doit aller. À partir du moment où tu lances un produit, il faut que tu maîtrises 100% de ton produit. Parce que sinon, tu ne comprends pas exactement ce qui se passe. Si tu fais assembler par d'autres, que ton produit il n'a pas la qualité que toi tu veux et qu'il arrive chez un client, en fait tu sais pas, ça se trouve c'est un intérimaire qui a assemblé ton produit, qui a mal été formé et en fait tu vas galérer pendant 6 mois pour comprendre pourquoi la qualité elle n'est pas au rendez-vous. Maîtriser ton produit, c'est extrêmement important. Et au moment où on va envoyer la vapeur sur une surface, notamment des verres, puisqu'on nettoie des verres à la vapeur, en fait la vapeur va se recondenser en eau et va créer des micro-perturbations, vibrations sur le verre. Et avec la vitesse de la vapeur, on va prendre les encrassements et les évacuer de cette manière-là. Avant de démarrer l'épisode, j'aimerais vous parler d'Eskimos, l'entreprise que j'ai fondée il y a 10 ans. Depuis 2015, on a accompagné plus de 2000 entreprises en Europe pour booster leur visibilité sur Google, TikTok, Amazon, Instagram et beaucoup de ChatGPT ces derniers temps. D'ailleurs, on a développé un outil super puissant chez Eskimos pour suivre en temps réel son référencement sur ChatGPT, Gemini et même Perplexity. C'est un sujet qui me passionne depuis toujours. Aider les marques à être visibles là où leurs clients les cherchent vraiment. Si vous voulez qu'on en parle, écrivez-moi directement par email, je vous le laisse juste ici, andrea.bensaïd@eskimos.fr. Je réponds personnellement à tous mes messages. À bientôt. Salut Clément, comment ça va ? Salut, écoute, tout va bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir de te rencontrer ici. C'est la première fois qu'on se rencontre. Ouais, c'est bien le podcast. Avant, je prenais plein de café. Ouais. Et je me suis dit, maintenant, je vais faire mon podcast où je rencontre des gens et puis j'enregistre en même temps et je partage de la valeur. J'ai fait beaucoup d'épisodes pour parler de SaaS, de FinTech, de VC, mais j'ai jamais parlé de hardware parce que je pense que, déjà, il y a peu d'entrepreneurs dans ce domaine-là en France. Ou en tout cas, il y a peu de boîtes qui émergent vraiment. Et d'ailleurs, il y a aussi beaucoup de casses, on va en parler, mais Ouais. je pense que ça doit être chaud quand tu fais du hardware de trouver des investisseurs. Alors en plus, toi, c'est hardware et écologie en plus. Donc, tu attaques deux marchés en même temps qui peuvent être compliqués. Donc, ta boîte, c'est Home, A-U-U-M. Ouais, exactement. Je suis fondateur de Home et c'est l'acronyme de Arrêtons l'usage unique maintenant. Et l'objectif, c'est de transformer le secteur du nettoyage, qui est un secteur qui est un peu oublié. Et c'est vrai que quand tu réfléchis au nettoyage et aux innovations que tu as dans le monde du nettoyage, il y a le lave-vaisselle qui est une vraie innovation qu'on a chez soi, mais on utilise encore des éponges, des serpillières. En fait, tu as un vrai côté sociétal super intéressant dans l'analyse aussi, au-delà du marché du hardware, etc., qui est de dire à quel domaine je vais m'attaquer. Est-ce que c'est un domaine qui est sexy ou pas ? Alors, industrie, déjà, c'est pas sexy. Et en plus, tu mixes à ça le nettoyage, c'est encore moins sexy, globalement. Mais c'est aussi ce qui, moi, m'intéressait personnellement, d'attaquer des marchés sur lesquels il y a peu de gens qui vont aller. Parce que, en termes de concurrence, tu peux faire des choses assez sympas. Ouais, ce qui est cool dans le hardware, pour le coup, c'est que tu as une grosse barrière à l'entrée. C'est-à-dire que si tu craques un marché, avant que quelqu'un arrive, il peut pas du jour au lendemain lancer ton produit, quoi. Non, en effet, tu as une barrière à l'entrée qui est gigantesque. Et puis même, j'ai envie de dire, ceux qui veulent aller sur ce marché-là, je pense qu'ils ont tout intérêt à investir plutôt ou à racheter ta boîte plutôt que de faire exactement la même chose que toi. Après, du coup, c'est le défaut de la qualité, le fait qu'il y ait une barrière à l'entrée énorme, dans le sens où c'est difficile à développer. Et donc, du coup, l'avantage que ce soit difficile, c'est que ça crée une grosse barrière à l'entrée. Mais par contre, c'est difficile pour toi parce que tu as beaucoup plus de contraintes que dans le digital pur, quoi. Je te confirme que monter sa boîte et sa première boîte dans le hardware, l'industrie, l'impact, c'est un apprentissage qui est dingue, mais c'est une résilience de malade et c'est des aventures au long cours. Donc, il faut aussi être prêt, je pense, au démarrage de ce type de projet, de se dire « Ok, je vais apprendre énormément de choses. Par contre, ça va être dur.
Je vais pas être millionnaire tout de suite. Alors, mais par contre, je vais apprendre tellement de choses que la richesse, elle est ailleurs. Et moi, c'est aussi ce qui m'excitait là-dedans, tu vois, dans ce développement d'un projet hardware. Par contre, il n'y a pas de secret. Il y a énormément de travail et c'est du long terme. Donc, c'est toute la difficulté aussi. Tu parles la différence par rapport aux boîtes de soft digital. Il faut être aussi en capacité de se dire que tu vas développer ton parc de machines de manière assez lente aussi. Et c'est aussi une stratégie parce que si tu as un bug sur ton application, tu vas faire une modification de ton soft et de ton code et puis tu vas réinjecter, il n'y a pas de sujet. Là, quand tu as un problème sur ta machine, ton vélo ou que sais-je, ton produit, soit tu le rapatries pour le réparer, soit tu vas faire une intervention. Donc les coûts sont colossaux aussi. Donc tu as un intérêt, si tu veux, de développer et d'aller sur le terrain assez vite, tout en sachant que tu vas avoir des merdes. Et ça, c'est compliqué. C'est-à-dire, tu dis, je vais mettre un produit qui va avoir des merdes et je vais devoir gérer des merdes. Donc, il faut que tu anticipes ça et tu sais que ça va te coûter un peu d'argent aussi. Mais il n'y a pas de secret. Il faut que tu ailles sur le terrain quand même assez rapidement. Le produit que j'ai en tête, qui est la grosse success story qui mêle, alors je ne sais pas si on peut dire écologie, mais en tout cas propreté et hardware, c'est Dyson, que tout le monde connaît, les aspirateurs. Alors, je ne sais pas s'ils font d'autres choses derrière que les aspirateurs aujourd'hui. Peut-être qu'ils sont diversifiés, mais c'est un peu la success story hardware, non récente peut-être. C'est une success story qui est assez dingue. Ils sont partis en effet de l'aspirateur. Alors moi, je n'appelle pas ça du nettoyage, mais tu l'as dit, c'est de la propreté. Et même aujourd'hui, en fait, ils maîtrisent l'air. Eux, leurs médias, ce qu'ils maîtrisent à fond, c'est l'air. Donc en effet, ils ont fait les aspirateurs. Ensuite, ils ont fait les sèche-mains. Ils ont fait les sèche-cheveux. Oui, tu as raison. Ils font maintenant aussi des climatiseurs. Des ventilateurs, voilà. Donc, c'est leur expertise. Et moi, finalement, c'est un très bon exemple. En effet, c'était une vision aussi qui m'a porté, qui est, nous, on va maîtriser la vapeur sèche, pour nettoyer plein de choses et aller sur d'autres marchés et pas faire que des laveurs à la vapeur, qui est la solution Home qu'on a développée, nous. Du coup, Dyson, c'était la maîtrise de l'air et vous, Home, c'est la maîtrise de la vapeur. Ouais, exactement. Et en fait, avec la vapeur, vu que c'est des températures élevées, ça te permet de nettoyer... je crois que tu avais mis une stat, tu avais fait un post là-dessus, je crois, qu'en gros, une fois que tu passais le verre dans Home... tu avais 99, il restait plus rien. Tu désinfectes. En gros, donc, la vapeur sèche, c'est une vapeur à 140 degrés. Et donc ça tue toutes les bactéries. Ouais, ça tue tout. Et l'objectif, c'est vraiment de surchauffer ta vapeur. La vapeur qui ne va pas être sèche, mais qui va être une vapeur humide, c'est la vapeur que tu vas retrouver quand tu fais cuire ta casserole d'eau. Tu mets ta main au-dessus et tu vas avoir un effet d'humidité assez fort parce que dans ta vapeur, tu vas avoir des micro-gouttelettes qui, elles, vont être à 98, 99. Alors, on parle de micro-gouttelettes, mais tu es encore dans un mix de phase liquide et de phase vapeur. Et ensuite, nous, on vient surchauffer dans une chaudière ça, on vient monter en température. Et au moment où on va envoyer la vapeur sur une surface, notamment, nous, des verres, puisqu'on nettoie des verres à la vapeur, en fait, la vapeur va se recondenser en eau et va créer des micro-perturbations, vibrations sur le verre. Et avec la vitesse de la vapeur, on va prendre les encrassements et les évacuer de cette manière-là. Et c'est très puissant. Et ensuite, la chaleur va en effet tuer toutes les bactéries qui peuvent être présentes sur un verre. Il reste plus rien après, une fois que ça passe Ah bah non, tu tues toutes les bactéries. Quoi. Parce qu'elles ne résistent pas à partir d'une certaine température. Déjà, à partir de 80 degrés, il n'y a plus beaucoup de bactéries qui résistent. Mais là, sur du 130, 137 degrés, il n'y a plus rien. Et alors, je suis très curieux, juste la vapeur sèche par rapport à la vapeur qu'on connaît, nous, quand on fait cuire un truc. Ouais. C'est qu'il n'y a plus d'humidité en fait. C'est qu'un gaz, donc c'est vraiment de l'eau sous forme de gaz, mais qu'on vient continuer de chauffer. Et en fait, ta vapeur, elle reste, ton eau, elle peut rester sous une forme de gaz et on peut monter même à plus que ça, à 180 degrés. La seule difficulté, c'est que, et c'est ce que nous on voulait calculer, il faut que tu apportes de l'énergie pour surchauffer ton gaz. Et en fait, à partir d'un certain niveau, il n'y a pas un intérêt profond, si tu veux, à avoir une vapeur à 180 degrés. Tu viens surchauffer davantage ta vapeur et tu viens juste consommer de l'énergie en plus. Donc, c'est là où nous, on savait qu'environ entre 130 et 140 degrés, on avait cette qualité de dégraissage qui était évidemment nécessaire pour nettoyer un verre, pour nettoyer du cappuccino, du sucre, du rouge à lèvres, etc. Et aussi apporter ce côté désinfection
liées à la chaleur qui étaient évidemment pour moi totalement vitales quand tu développes un projet comme celui-là. Tu n'as pas envie de boire dans un mug ou une tasse qui a été nettoyée un peu à l'arrache. Surtout en entreprise, je trouve, pour avoir connu ça, tu sais, dans la cafette, t'as les résidus de sucre parfois qui peuvent s'accrocher. Ouais. C'est le bordel, quoi, parce que t'as comme une espèce de bosse en dessous de ton verre ou de ta tasse, tu vois. Et donc ça, Home, ça te le fait partir. Tu retires tout type de boisson. Même nous, on s'est déployé aux Pays-Bas. Tu nettoies de la soupe avec des grumeaux de soupe, etc. Ouais, c'est vraiment le but de venir tout nettoyer, ensuite désinfecter. Et même nous, on va jusqu'au séchage parce que c'est aussi un sujet qui, je trouve intéressant, qui est de dire, en fait, quand tu récupères ton verre après 20 secondes d'utilisation, si tu veux, tu as envie que ton verre il soit sec et tu n'as pas envie d'avoir des gouttelettes partout à l'intérieur, quoi, pour qu'il soit réutilisable tout de suite. C'est fou de se dire qu'en 2026, il y a encore les gobelets, quoi. Notamment, je pense à tout ce qui est fontaine à eau, etc. Parce que là, pour le coup, d'un point de vue écologique, ça, c'est... Vous vous êtes attaqué d'abord au verre en premier, parce que c'est quoi? C'est ça l'élément le moins écologique dans les boîtes, c'est que vraiment, c'est le gobelet. C'est symbole de vraiment du truc que tu jettes et que tu te sers 3 verres d'eau dans la journée, tu as utilisé 3 gobelets, quoi. Ouais, c'est le bon mot, je trouve, que tu as utilisé, c'est le mot symbole. Parce qu'en soi, si on parle à des grosses boîtes, dans la transition écologique, se dire qu'on va attaquer les gobelets jetables, je ne pense pas que ce soit la priorité aujourd'hui si on veut décarboner notre société, c'est clair. Tu as d'autres sujets, tu vois, les transports, ne serait-ce que la manière dont tu vas chauffer tout ton bâtiment, etc. Donc, comment tu vas donner de la nourriture à tes salariés le midi à la cantine. Les impacts là en termes de carbone ou de transition écologique sont beaucoup plus grands. Par contre, le gobelet jetable est un symbole d'une société dans laquelle tu consommes pendant 3 minutes pour un verre d'eau, un café ou enfin une boisson que tu vas jeter. Ensuite, tu vas prendre ce contenant que d'ailleurs tu vas pas recycler. La plupart du temps, tu vas enfouir ou brûler. Et en fait, je trouve que c'était un sujet qui permet aussi aux gens de prendre conscience dans le monde dans lequel on vit et de se dire « Ah ouais, ok, si au travail, il y a une solution qui me permet de nettoyer instantanément, est-ce qu'à la maison, le plastique que j'ai là, est-ce que quelque part, je ne peux pas réemployer ma bouteille, ma gourde, etc. » Et c'est aussi un acte un peu militant et un acte de prise de conscience que je trouvais génial. Et de se dire, en vrai, on est en 2025-2026. À quel moment boire dans un gobelet en plus est plaisant, donc tu as aussi le côté expérientiel. C'est-à-dire qu'à l'époque, au 19e siècle, les gens ne buvaient pas dans des contenants jetables, tu vois. Ils buvaient dans des tasses, ils nettoyaient leurs tasses. Et en fait, quand tu analyses l'histoire du gobelet jetable, tu es au début du 20e, 1908 aux États-Unis. Et en fait, tu as la tuberculose qui apparaît. Et à l'époque, l'usage dans les lieux publics, c'est tu bois dans des tasses partagées. Alors, ils ont des petites chaînettes pour éviter que les gens partent avec les tasses. Et les gens boivent les uns à la suite des autres. Dans les usines, c'était des louches. Donc, tu as des grosses bassines. Et puis, les gens buvaient comme ça, les uns à la suite des autres, avec des louches. Tu vois. Et ensuite est arrivé les premiers gobelets. Et ça a été poussé par les médecins de l'époque pour éviter la contamination croisée liée à la tuberculose. Et donc, ils ont commencé avec des gobelets en carton, avec de la paraffine pour faire l'étanchéité. Et puis ensuite, ils ont développé les gobelets en plastique avec l'avènement du pétrole après 1950. Et en fait, aujourd'hui, on reste encore sur ce mode de consommation du jetable qui est simple. Et c'est vrai que l'usage est très simple. Tu t'en prends, tu es sûr qu'il est à peu près propre. Donc, tu en prends même 2 parfois parce que tu dis qu'il y en a un qui a touché le gobelet d'avant, etc. Donc, et puis, tu jettes. Mais enfin, tu vois, aujourd'hui, on peut se dire, est-ce qu'on n'est pas en capacité, nous, de développer une technologie de nettoyage qui permet de nettoyer instantanément et d'avoir un usage qui soit bien plus pratique et au-delà de l'usage en termes de praticité, d'expérience. Tu vois, boire un café dans une tasse, un verre très sympa, c'est quand même 100 fois mieux que boire dans un gobelet en carton avec ce goût de carton au fond. C'est pas ça, oui, cette espèce de goût aussi, je trouve que ce soit le plastique. Il y a aussi les pailles, je trouve, en symbole, les pailles jetables en plastique. D'ailleurs, je crois que pas mal de chaînes ont commencé à faire des pailles en carton, non? Ouais, en mais papier, moi, en ce que j'ai carton, trouvé horrible dans ça par rapport aux pailles, tu vois, je fais une digression, mais par exemple, les pailles en carton, c'est horrible pour moi. Ça met un vieux goût dans la bouche. Et puis maintenant, comme ils ont demandé à réduire, et c'est plutôt une bonne chose, à réduire la proportion de plastique dans ces pailles, du coup, tu as quelque chose qui tient très très peu dans le temps et à la température.
et du coup, qui fait que ça vient ramollir encore plus. Exactement. Et en fait, au bout de 5 minutes, ta paille, elle est morte. Ton gobelet, pareil, ils ont réduit. Donc ça, c'est la loi AGEC, anti-gaspillage, économie circulaire, qui est une loi qui vise à réduire la quantité de plastique dans tous les contenants jetables, avec pour objectif d'être zéro plastique d'ici 2040. Mais l'expérience n'est pas folle. Et c'est ça qui est magique, se dire l'écologie, si tu la penses que par l'aspect contrainte, ça devient compliqué, les gens n'iront pas. Par contre, si tu as une vision, évidemment, d'un produit qui est plus écologique, mais aussi où l'expérience est 100% améliorée, alors tu peux commencer clairement à concurrencer ces usages. J'ai une question pour toi, un peu scientifique, parce que j'ai lu plein de choses sur le plastique, que apparemment, par exemple, quand tu prends une bouteille d'eau, voilà, quelle que soit la marque, en plastique, qu'apparemment il y aurait des particules ou des résidus qui sont, en fait, que globalement, en fait, boire de l'eau qui viendrait d'une bouteille de plastique, ce serait pas bon. Est-ce que c'est vrai ça? Et est-ce que du coup, on peut aussi se dire que tout ce qui est plastique, finalement, mettre dans un gobelet en plastique, il y aurait des particules, alors que le verre, il n'y en aurait pas? C'est pour ça d'ailleurs qu'apparemment au restaurant aussi, on servirait dans des bouteilles en verre. Enfin, j'ai lu plein de trucs par rapport à ça, mais je sais pas quoi en penser. Est-ce que tu as regardé ça? Si, il y a beaucoup d'études qui sont sorties sur ce sujet et qui montrent que, alors encore plus quand c'est des boissons chaudes, évidemment, et en fait, le plastique est un polymère, donc de manière microscopique, si tu veux, il y a... quand tu viens mettre de la chaleur, etc., tu vas avoir des microparticules qui vont se libérer et qui vont se retrouver dans l'eau ou dans ton café et que tu vas ingérer. Et donc, ça peut être une problématique. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'études qui sont plutôt en cours et on n'a pas un regard très, 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 très vaste encore sur les impacts. Mais c'est clair qu'il y a un vrai sujet par rapport à ça et que boire dans de la céramique ou dans du verre est quand même beaucoup moins risqué pour ça. C'est quoi les particules en fait en fait, le plastique, c'est quoi? C'est à base de pétrole? C'est quoi? Ouais, exactement. C'est un dérivé du pétrole. C'est chaud quand même de se dire, parce que les gens ne réalisent pas. Et moi, je sais pas, je pense de plus en plus que tu bois dans un contenant qui est à base quand même de matières ultra chimiques et ultra mauvaises, quoi. Ouais. Alors oui, ça a été transformé, etc. Mais en fait, après, moi, je suis pas. Tu sais, il y a des micros. Si on me dit qu'il y a des des cellules microscopiques, comment ça serait étanche à 100%, tu vois, même d'un point de vue, tu vois, bête et méchant, avec mon peu de connaissances, j'ai envie de me dire, si le contenant il est full, tu vois, en pétrole à la base, à quel point mon eau dedans, elle n'est pas vraiment un minimum, tu vois, touchée, quoi. Ouais, c'est clair. Bah, c'est pour ça que moi, j'avais tout un sujet dans cette transformation d'usage, parce que nous, on a été dans beaucoup d'entreprises, et quand tu regardes, tu vas demander aux gens de transformer leur usage. Ils avaient l'habitude de boire dans un contenant jetable, et du coup, ils boivent aujourd'hui dans un contenant réutilisable. Et en fait, j'avais deux approches pour convaincre des utilisateurs. Tu avais soit l'approche de dire, bah, écoute, le plastique, aujourd'hui, tu vas jeter ton contenant qui va se retrouver potentiellement dans les océans. C'est pas très, très beau, globalement, de retrouver des déchets dans la rue, sur une plage, etc. Donc, tu avais ce côté-là un peu écolo, militant. Et il y en a qui, évidemment, comprennent ça et ont envie de changer leur usage pour ça. Et il y en a d'autres qui, clairement, n'en ont rien à faire. Et par contre, tu as ce côté-là, santé humaine, qui est de dire, OK, très bien, la planète, tu t'en fous, c'est pas ton sujet. OK. Par contre, toi, je suppose que tu as un vrai sujet quand même autour de toi, ta personne. Bah, sache que ouais, tu vas retrouver des microplastiques dans ton café. Et tu vois, j'avais un peu ces deux discours en fonction des personnalités que je pouvais avoir en face de moi. Soit on va dire un discours plus écologique, soit un discours sur la santé. Ouais, c'est vrai. Alors, mais il y a un troisième sujet sur l'expérience. Parce que moi, par exemple, je préfère boire dans un verre en verre qu'en plastique, quoi. Enfin, je pourrais pas t'expliquer pourquoi, mais même la sensation de poser le verre sur mes lèvres, etc. Enfin, c'est plus agréable de boire dans un contenant en verre qu'en plastique. Mais il n'y a pas de sujet. Ou en carton même. Ouais. Bah, carton, je trouve ça encore moins difficile. Mais le problème, c'est que le carton, il finit par, comme tu le disais, avec le liquide à devenir mou. Ouais. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, contact des lèvres, c'est pas agréable, je trouve. Et les gens ne le savent pas forcément, mais aujourd'hui, dans les gobelets qu'on appelle des cartons, il y a du plastique à l'intérieur. Parce que si tu fais que des gobelets 100% carton, le truc se liquéfie en 3 minutes. Donc, je savais pas ça. Donc, ouais, il y a du plastique à l'intérieur, notamment le revêtement pour faire l'étanchéité est en plastique. Donc, tu as une fine couche plastique qui permet de rendre ton carton un peu plus dur et éviter qu'il se ramollisse trop vite. Mais le carton, c'est d'un point de vue écologique, par rapport au plastique, c'est meilleur, mais
Le carton, c'est à base de quoi? Doit y avoir aussi des molécules là-dedans ou pas forcément? Non, après, ça vient du bois, etc. Donc, de toute manière, c'est un matériau que je trouve, moi, intéressant. Oui, il vaut mieux du bois que du pétrole, en fait, globalement. Ouais, après, de toute manière, c'est transformé. Mais ce que je veux dire, c'est que le carton aussi, ça va dépendre de comment tu vas utiliser ta forêt. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas non plus, et ce que je ne veux pas, c'est que les gens fassent du plastic bashing à tout va. De se dire le carton, ah bah c'est bon, j'ai mon sac en carton, j'ai mes gobelets en carton, mes pailles en carton, c'est bon, je suis écolo. Non, il y a de toute manière un vrai sujet, il y a différents sujets entre le carton et le plastique, avec des avantages et des inconvénients pour les deux. Le carton, 100% carton n'est pas une solution, le plastique, 100% plastique non plus. Le plastique, par exemple, entre un gobelet en carton et un gobelet plastique, le gobelet plastique a un impact carbone plus faible que le gobelet carton. Parce qu'un gobelet plastique, 100% plastique, comme on en avait à l'époque, les tout blancs, ceux-là, ils sont beaucoup plus légers, par exemple. Et donc, en fait, si tu analyses l'impact carbone entre la fabrication, entre le transport, la consommation, puis la transformation, la fin de vie de ton contenant, en fait, le plastique a un impact carbone plus faible. Par contre, sur la santé, c'est pas la même. franchement, je préfère le carton sur voilà, le niveau santé. vois, Même s'il n'y a aucune preuve encore scientifique de ce dont on parle, globalement, j'ai tendance instinctivement à me dire que je préfère boire dans un truc à base de bois que de pétrole, quoi. Voilà. Mais tu vois, c'est pour ça que je dis, c'est attention aussi à pas se dire oh là là, je prends du carton, tout va bien, je suis écolo, etc. Ce qui n'est pas le but. C'est pour ça que nous, on pousse énormément au réemploi et en disant de toute manière, la solution aujourd'hui, c'est juste pas de déchets et c'est ce vers quoi on doit aller. Et c'est un combat que je trouve assez noble parce que ça demande des changements d'habitude et de faire prendre conscience aux gens. En plus, et comme tu l'as dit, avec une expérience qui est améliorée, et ça je pense que c'est très très important quand on commence à parler d'écologie et de transformation des usages. Aujourd'hui on le voit, si on demande aux gens d'arrêter de prendre l'avion pour se déplacer, en fait il faut que tu aies une solution qui soit pas contraignante en fait, et que ça soit quelque part assez moderne si tu veux embarquer une grande majorité des gens. Alors évidemment tu vas embarquer des gens qui par nature sont écolos, qui représentent entre 6 et 10% de la population. Mais si derrière, c'est trop contraignant, alors tu n'arriveras pas à être une solution universelle. Donc le hardware, comme on le disait au début, c'est compliqué. En plus, toi, tu vas sur un nouvel usage. Tu as vraiment choisi la face nord de l'entrepreneuriat, surtout sur une première boîte. Ouais. Tu as mêlé toutes les difficultés possibles. Moi, j'ai vu des boîtes dans le hardware se lancer en France. Je pense à une boîte qui s'appelait Bulk. C'était une solution où, en gros... c'était une machine que tu mettais dans les entreprises et en fait, globalement, tu venais et tu composais ta salade et la machine te sortait ta salade. Et derrière, une petite parenthèse sur ce genre de boîte, c'est que tu vas nous en parler aussi, c'est hardware, mais c'est aussi software parce que tu as le software quand tu appuies pour choisir ta salade, donc on va en parler aussi. Il y avait Angel Bike, les vélos de Marc Simoncini où il y a eu pas mal de complications. En fait, globalement, dès que j'ai vu une boîte hardware se lancer en France, il y a eu des problèmes techniques et en fait, je pense que c'est largement sous-estimé quand on se lance là-dedans. Le nombre de problèmes techniques, je t'en parlais en off, même sur un téléphone Apple aujourd'hui, qui est une des plus grosses boîtes du monde, si on part du principe que c'est un hardware, il peut y avoir des bugs. Donc en fait, t'en auras toujours. Quoi. En fait, ça n'existe pas. Tu parlais de la température, par exemple. Est-ce qu'un conducteur va jusqu'à combien de degrés? Donc tu vois, si d'un coup il y a un été super chaud, est-ce que ta machine elle va tenir la chaleur parce qu'elle est sous le rayon de soleil? Enfin, tu vois, il y a 1000 cas. Donc je voudrais que tu nous racontes un petit peu les complications de développer une boîte comme O, même pour les entrepreneurs qui nous écoutent, qui voudraient se lancer dans du hardware, pour se rendre compte, même si on a besoin de la naïveté pour se lancer, quand même que tu nous dises un petit peu les pistes au début. Ouais. Parce que je pense qu'il faut être un peu naïf pour se lancer dans le hardware au début. Et puis on parlera aussi de la phase de financement après. Tu vois, en tant qu'investisseur, globalement, du coup, personne n'a envie d'aller parce qu'ils finissent par connaître ces problèmes-là. Ouais. Donc ils n'ont pas envie d'aller sur de l'industrie non plus, quoi. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Mais globalement, tu l'as dit, c'est un peu la face nord de l'Everest. Le hardware, l'industrie. Je pense qu'il n'y a pas plus dur. Non, si on devait dire le plus dur, je pense que c'est le niveau le plus dur parce que tu as besoin de gros financement pour de R&D. Tu as besoin de gros marketing. Toi, tu veux changer les usages. Il y a une partie écologique pour changer les mentalités. Enfin, globalement, franchement, c'est chaud. Ouais, il faut du temps. Mais c'est ce qui m'excite, moi, énormément. Et c'est le challenge aussi que ça représente. Et le fait
d'être un peu tout seul là-dedans et d'apprendre énormément. Mais en effet, si je reprends un peu l'histoire, c'est 3 ans de R&D avant d'arriver à un premier produit qu'on met sur le marché. Mais déjà, 3 ans de R&D, c'est long. Il faut que tu maîtrises ta technologie. C'est des technos qui sont très, très durs dans le sens où, alors moi, je l'explique un peu, c'est du triphasique. C'est-à-dire que, je te disais, on utilise de la vapeur, mais en soi, on utilise de la vapeur. On utilise un tout petit peu d'eau aussi pour venir ramollir les encrassements, et on utilise de l'air. Donc déjà, rien que ça, au cœur de ta techno, c'est... je fais un peu l'analogie, si tu veux, à ce qui se passe dans la météorologie. Tu as tellement de flux d'air, de différentes phases entre tout ça, que prévoir la météo, c'est compliqué. Et bah, c'est un peu la même chose au sein de notre machine. Donc, on a fait beaucoup de simulations numériques aussi pour comprendre exactement ce qu'était le nettoyage. Mais ce que je veux dire, c'est que la technologie nettoyage, c'est une science qui est très, très complexe, sur laquelle il y a peu de gens. Donc, on a fait 3 ans de R&D pour développer ce produit. Comment tu as financé ça pendant les 3 ans? Tu étais sur fonds propres ou tu as déjà trouvé des gens qui ont investi dès le début en se disant vas-y, on t'aide à financer? Ouais, assez tôt, on a fait une première levée de 150 000 € en Friends and Family pour lancer un premier prototype. Et puis ensuite, on a fait une levée de fonds en amorçage pour arriver jusqu'à un produit fini, même si en soi, le produit qu'on a lancé au bout de 3 ans et qu'on a livré chez nos clients n'était pas un produit fini. C'était une pré-série quelque part. C'est jamais fini, comme on se le disait, non? C'est jamais fini, c'est un produit qui va constamment évoluer. Même Dyson, je pense qu'il y a des bugs parfois sur des aspirateurs, je pense. Mais c'est obligatoire. Et surtout quand tu lances un produit comme ça avec pas beaucoup de moyens, parce qu'en soi, en tout, on a dû récolter 1 million d'euros pour arriver à un produit qu'on a mis sur le marché. C'est très très peu. Est-ce que la machine était aussi belle au bout d'1 million d'euros? Parce que moi je trouve que là où vous êtes fort, c'est que la machine elle est vraiment belle. On dit un peu le Apple, tu vois, du nettoyage. Il y a un côté moderne et sympa. Alors ça c'est encore une autre partie. Donc je parle pas parce que là je parle de hardware, mais là on parle de design produit. C'est encore autre chose, ça. C'était très important pour nous, et on l'a pensé dès le début. C'était comment le produit va, entre guillemets, s'installer dans le quotidien des gens, et comment on va redorer, si tu veux, l'image du nettoyage. Et on parlait tout à l'heure de contraintes, on parlait d'expérience. Je pense que c'est ultra important, si on veut changer les usages, d'arriver à quelque chose qui est beau, qui est sympa. Et ça, c'était une réflexion qu'on a eue dès le démarrage. Je prends souvent le parallèle avec la poubelle de tri, qui elle n'est pas belle, qui en termes d'usage, tu comprends jamais si tu dois mettre dans quelle poubelle. Et en fait, qui comprend à 100% les poubelles de tri? Je suis pas sûr à 100% sur tous les... Non, mais le truc, c'est que c'est pas très compliqué, sur une poubelle de tri. C'est juste que c'est jamais exactement la même chose. Entre chaque poubelle, il y a des couleurs différentes. Il y a, des fois, c'est que plastique, des fois, c'est plastique et carton, des fois, c'est autre déchet. Tu as une photo de banane, mais tu sais pas si tu dois mettre... Enfin bref, c'est une galère, et je trouve que c'est un bon exemple de dire, pour le coup, là, il n'y a pas de hardware tellement là-dedans, il n'y a pas de complexité, mais l'usage est pourri, le design est pas intéressant, et en fait, faire changer les usages, ou en tout cas embarquer les gens sur un produit quand tu ne le penses pas dans un design et une expérience globale, je trouve que c'est un produit un peu raté, quoi. Et quand on parle d'écologie, de changement d'usage, il faut absolument aller rendre les choses belles, et je pense que ça, c'est un point fort. Il faut donner envie, en fait. Ouais, il faut donner envie, c'est pas juste normal. Il faut faire un truc d'un point de vue juste purement écologique. Faut donner envie aux gens de le faire. Ouais, exactement. Donc le design faisait partie, si tu veux, de la stratégie aussi de déploiement pour un petit peu transformer notre marché. Et donc, oui, au bout de 3 ans, tu arrives sur un premier produit. Tu sais que le produit, il n'est pas du tout parfait, mais tu sais qu'il faut y aller. Tu sais qu'il ne faut pas attendre plus, parce que si tu veux faire entrer des nouveaux investisseurs pour développer ta boîte, il faut que tu montes absolument que tu aies une traction commerciale, une traction marché. Donc, il faut que tu ailles sur le terrain, il faut que tu apprennes, et tu sais que tu vas faire développer ton produit sur le terrain avec les utilisateurs. Donc, tu ne peux pas faire... assez de tests en amont pour être sûr à 99% que ça va marcher? Si, mais dans ce cas-là, il faut beaucoup d'argent. Et en fait, c'est là où le serpent se mord la queue. C'est juste que soit je prends 3 ans de plus, et du coup, je demande 10 millions d'euros. Mais en fait, aucun investisseur sur du hardware va dire, écoute Clément, je te fais confiance. Je vais mettre 10 millions d'euros dans ta boîte pour que tu développes pendant 3 ans encore ta techno, pour que tu aies 0 bug, sachant que même en faisant ça, c'est que tu vas avoir des problématiques quand même sur le terrain. Le problème de ça, c'est que si tu te confonds directement au marché, tu vas directement avoir des insatisfactions et perdre des contrats aussi.
C'est ce que je veux dire. Donc, C'est le comment jeu. tu Mais fais ouais, exactement. C'est-à-dire que tu sais que donc tu mets des couches de service assez importantes au début. Tu mets beaucoup de services de maintenance pour être sûr que tu aies une réactivité. Et en fait, les gens apprécient ça quelque part. C'est-à-dire, OK, votre produit est en panne. Par contre, je vous ai appelé en moins de 24 heures, vous êtes intervenu sur la machine. Donc, tu règles ça par une couche servicielle, service client de fou. Service client de fou au démarrage, ouais. Pour les gens qui nous écoutent, qui veulent se lancer dans leur doigt, qui sachent que tu vois, s'ils font un budget, même pour aller lever des fonds, qui mettent bien une grosse couche en disant il faut que je puisse avoir un délai d'intervention de 24 heures dans mes produits, quoi, parce que je les aurai. Et voilà, non, mais c'est intéressant. Et tu le sais, c'est-à-dire que tu peux pas dire non, mais moi j'ai des ingés dans mes équipes qui sont dingues, ils vont vraiment faire un produit qui va marcher. En fait, tu ne peux pas tout anticiper, tu ne peux pas anticiper exactement ce qui va se passer sur le terrain. Tu ne peux pas anticiper exactement tous les comportements de tous les utilisateurs, donc tu vas avoir des problèmes. Et c'est obligatoire. Et toutes les grandes boîtes, même les grandes boîtes, les grosses industries qui ont lancé du produit, ils le savent, tu vois. Ils savent que de toute manière, ils vont avoir des problèmes qualité, alors qu'ils ont eu des moyens colossaux pour lancer le produit. Super intéressant. Je pense par exemple au groupe Seb, qui est un gros industriel. Au final, ils te vendent des lave-vaisselle ou des trucs comme ça. Je pense que comment ils gèrent du coup la partie hardware, parce que eux-mêmes, je pense, ont aussi des bugs. Donc après, oui, c'est avec des garanties, c'est tout un business, toute une industrie. Non, et puis je veux dire, les produits sont déjà lancés, les technologies sont déjà lancées, les produits, eux, sont déjà lancés. Mais j'ai une anecdote qui est un peu différente, mais qui je trouve, représente assez bien ça. J'ai dîné avec le président de Safran, Ross McInnes, qui est un personnage assez incroyable d'ailleurs, qui disait aujourd'hui, le résultat on va dire de la santé de Safran, c'est lié au travail des ingénieurs et des équipes d'il y a 40 ans. Et en fait, c'est pour te montrer le temps long dans le hardware, le fait qu'aujourd'hui, ton produit il est mature au bout de 30-40 ans, où tu as vraiment optimisé toutes les choses, la qualité est OK. Et encore même ça, et nous, on s'en rend compte au bout de 8 ans, en fait, il suffit que tu changes un fournisseur, parce que le fournisseur soit part au tapis ou arrête un produit ou ce que tu veux. En fait, changer de fournisseur te remet dans une nouveauté presque produit sur un sujet sur lequel tu vas plus remaîtriser exactement tout. Donc, tu vas devoir mettre énormément de contrôle qualité chez tous tes fournisseurs. Enfin, tu vois, c'est toujours dynamique. C'est-à-dire que ton produit, où tu n'es pas au courant que ton fournisseur, en fait, il a changé un micro-truc dans le truc qu'il te livre. Et en fait, tu t'en rends pas compte, mais tu t'en rends compte 6 mois après sur le fait que tu as des bugs. Et en fait, en creusant, tu te rends compte que c'est ton fournisseur qui a changé le truc, qui t'a pas prévenu. Tu vois. Et si tu prends par exemple l'industrie de l'automobile, par exemple, encore une fois, je sais à voir ce qui est hardware ou pas hardware, mais je me demande dans leur budget combien de budget sur la ligne conformité test, justement produit, si on part du principe qu'une voiture est un produit, tu vois. Je me demande en termes de budget, en PNL, est-ce que tu vois, ça représente plutôt 1% du budget global, 5%? Parce que du coup, quand tu lances une boîte comme Home, par exemple, tu vois, si tu vas avoir un budget conformité et test à chaque évolution, dans ton PNL, combien tu dois mettre de pourcentage ça dépend évidemment de ton produit aussi et de la complexité de ton produit. Après, il y a plus de règles dans l'automobile peut-être que pour laver ses verres. Oui, mais en fait, sur l'automobile, ils arrivent sur des volumes qui sont très conséquents. Et puis, c'est une industrie qui est quand même assez mature en termes de temps. C'est-à-dire que nous, entre un produit qu'on vient de concevoir, qu'on met sur le marché et qui a 3, 4, 5 ans de vie, c'est pas du tout la même chose que l'industrie automobile qui a 50, 60, 70 ans et qui a déjà optimisé énormément les choses. Je pense qu'il faudrait comparer ça, si tu veux, à l'automobile dans les années 50. Et là, je pense que c'était pas la même chose. Oui. Par contre, ils ont énormément investi dans la qualité pour être sûr que le produit, quand tu le mets sur une route, en effet, il n'y a pas de problème. Et encore, il y a certaines versions de voitures qui ont eu des grosses problématiques. Ils ont dû rappeler toutes les bagnoles. Et c'est déjà arrivé. Renault, à l'époque, je me souviens d'affaires où tu dois récupérer les Mégane ou je ne sais pas quoi partout en France que tu es sorti. Bon, c'est chaud ça, quand tu dois prendre financièrement, toute une gamme de produits. Ouais. Tu creuses bien ta trésor, quoi, je te confirme. Donc, et ça, pourtant, ils avaient des moyens gigantesques. Quand à contrario, toi, quand tu lances ta boîte, t'as pas du tout tous ces moyens. Alors, t'as pas exactement
autant de produits dans la nature. Et c'est l'autre sujet, c'est de se dire il faut que tu ailles crescendo. Il ne faut pas aller trop vite. Si tu lances un produit qui n'est pas parfait et que tu en mets partout dans la nature, tu sais que tu vas te faire Non, mais c'est impossible éclater. ça. Tu es obligé d'en prendre un et de verticaliser du coup. Conseil aussi pour les gens qui veulent lancer un hardware, commencez pas à faire une gamme de produits de fou. C'est un produit. Un produit et tu essaies de lancer dans un environnement que tu peux maîtriser. Donc nous, on a lancé que à Paris au démarrage. C'est-à-dire que c'était un client en région, on disait non, pas pour le moment. Non pas parce qu'on ne pouvait pas opérer la maintenance ou autre, on pouvait le faire, mais parce qu'on se disait ça va être une galère logistique, ça va être le risque réputationnel important. Donc on va se concentrer sur des premiers clients qu'on va pouvoir maîtriser pour justement apprendre énormément du produit, comment il se comporte chez un client. Mais tu as eu des gros clients en plus au début. Tu as eu Kering, L'Oréal. Ouais. Comment tu as fait Alors, ce qui est cool, c'est de montrer qu'en France aussi, les grosses boîtes sont capables de venir chercher des startups et tu vois, de devenir clientes. Heureusement qu'il y a ça, parce que du coup, c'est ce qui permet d'avoir une clientèle et de démarrer. Ouais. Mais comment tu as géré ces relations avec ces énormes comptes avec un produit peut-être pas totalement fini dès le début? Enfin, tu vois, c'est complexe, quoi. Ouais, c'est complexe. Après, les volumes associés n'étaient pas gigantesques, donc ils payent pour voir. Ils savent que c'est risqué quand même, ils en ont largement conscience. Mais en effet, je trouve qu'on a quand même eu pas mal de chance avec ça et on a trouvé, au-delà des boîtes, en fait, c'est les gens qui portent les projets en interne dans ces boîtes-là. Et tu as des gens qui sont engagés, des gens qui étaient aussi énormément intéressés par notre histoire. Et ça, c'était génial. C'est-à-dire qu'au-delà de vendre un produit, moi, je racontais une histoire. J'allais les voir et je leur parlais de justement la réindustrialisation, de toute la partie R&D, de tous ces sujets-là, de la production locale, puisqu'on assemble à Châtillon, donc on est assez proche de nos clients, et ils trouvent ça génial. Et évidemment, le sujet de l'usage et de venir remplacer les gobelets, c'était évidemment quelque chose qui les intéressait. Mais c'est surtout des gens qui nous ont fait confiance dans ces boîtes-là pour commencer à tester. Et il faisait partie de l'histoire, quoi. Ça me fait penser à quand tu fais du crowdfunding, c'est un peu le même concept que j'ai utilisé. C'est tu leur dis que tu vas les livrer dans 6 mois. Nous, en plus, on a pris le Covid en pleine face à ce moment-là, donc en fait, tu as énormément de retard sur ta livraison. Par contre, c'est bien le Covid en termes d'un point de vue hygiène. Ça a changé les choses. Ça a boosté votre business, je me demandais. Ouais. Ça a clairement changé le côté hygiène et désinfection. Avant Covid, les gens disaient non mais c'est bien de boire dans des contenants même s'ils ne sont pas parfaitement propres et tout, j'utilise mon mug et ça a drastiquement changé après le Covid, donc ça c'était assez drôle à vivre, mais on a raconté l'histoire comme sur du crowdfunding en disant ton produit va arriver dans 6 mois, au final il arrive dans 1 an, mais tu dis non mais on a eu plein de galères parce que, et ce qui était réellement le cas, c'était une période qui en termes d'approvisionnement de certains composants était très compliquée, donc sur ta carte électronique tu as des processeurs qui sont difficiles à approvisionner, donc on a dû changer tout le code de la carte à ce moment-là et changer de fournisseur, etc. Donc tu leur racontes tout ça et les gens ils sont passionnés aussi quelque part par l'histoire que tu leur racontes quand tu rentres dans le détail, et ça faut pas hésiter aussi, je pense, quand tu démarres un projet hardware, de dire c'est une telle aventure qu'il faut pas avoir peur de raconter cette histoire-là à tes clients parce que c'est aussi ce qui va les embarquer. Et moi j'ai des clients aujourd'hui qui me parlent encore de ça et qui disent on a galéré ensemble. Votre produit au début il marchait pas, il nettoyait bien que le café, mais par contre tu mettais du sucre, du rouge à lèvres, ça nettoyait pas, le produit était tout le temps en panne, et en fait 5 ans après la commercialisation, aujourd'hui les mecs te disent c'est génial ce que vous avez fait. Je pense qu'on a fait 400 optimisations produits. C'est énorme. C'est énorme, tu vois. 400 optimisations produits. Ouais. Est-ce que c'est vrai que vous avez internalisé la production aussi? Alors ça, un autre fait, ça j'ai pas compris. Encore une difficulté, j'ai l'impression. Normalement, il y a des industriels qui ont déjà les usines, qui ont déjà tout à disposition, où tu fais un partenariat. D'ailleurs, je crois que Angel Bike, les vélos de Mark Simonsen, c'est que le groupe Seb qui a investi, du coup, qui mettait à disposition les usines. Et tu vois, c'est parce que s'ils avaient internalisé la prod pour faire leur propre vélo, je veux même pas savoir comment ils auraient fait. Et vous avez internalisé la production? Ouais. Alors, la production, c'est l'assemblage, quelque part. Donc, il y a plein de fournisseurs qui nous aident, une quarantaine de fournisseurs qui nous aident à assembler un produit final qu'on va livrer à un client. Après, je pense que c'est l'autre constat et c'est l'autre conseil que je donnerais. À partir du moment où tu lances un produit, il faut que tu maîtrises 100% de ton produit. Parce que sinon, tu ne comprends pas exactement ce qui se passe. Si tu fais assembler par d'autres, que ton produit il n'a pas la qualité que toi, tu veux et qu'il arrive chez un client... En fait, tu sais pas, ça se trouve, c'est un intérimaire qui a assemblé ton produit, qui a mal été formé, et en fait, tu vas galérer pendant 6 mois pour comprendre pourquoi la qualité n'est pas au rendez-vous.
Maîtriser ton produit, c'est extrêmement important. Où est-ce que la valeur est? Et en fait, ça dépend aussi de ton produit. Nous, notre produit, donc ce lave-verre-là, il est extrêmement complexe. Comme je t'ai dit, il y a du triphasique, mais il y a énormément de composants entre la chaudière, la turbine, la déminéralisation, parce qu'on vient déminéraliser l'eau. Tu as plein de facettes dans la construction de ton produit qui sont complexes. Et nous, on s'est dit, la justesse de notre produit passera par la maîtrise complète de toute la chaîne de valeur, de la R&D jusqu'à la production, jusqu'à la maintenance. Il faut être présent sur toute cette chaîne-là pour comprendre exactement toutes les interactions que tu vas avoir avec ton produit. Évidemment, si tu lances un capteur avec juste deux boîtiers en plastique et puis une carte électronique à l'intérieur, n'internalise pas la production et l'assemblage, ça n'a aucun intérêt. Il y a hardware et hardware, c'est ça que je voulais aussi dire. C'est-à-dire que là, vraiment, il y a beaucoup de techno à l'intérieur. Mais il y a des hardware où effectivement, c'est... Il n'y a pas de sujet. Donc le sujet internalisation, externalisation de la production, il dépend énormément de ton produit, de ta stratégie. Nous, on a un produit qui était aussi extrêmement valorisé. Donc le fait de l'assembler en France n'était pas une problématique. On était en B2B, donc dans un marché avec un produit qu'on allait valoriser assez bien. Donc tu peux te permettre aussi de faire une production européenne, une production française. Parce que tu as des bonnes marges du coup sur le produit. Exactement. Là où tu as un produit B2C où le sujet number one, ça va être ton prix de vente, il faut que tu te poses ces questions-là. Et en effet, la question de l'assemblage en France se pose et doit se poser. C'est quoi les effectifs chez Home? C'est-à-dire que, est-ce que c'est que des ingénieurs justement qui bossent sur la techno? Il y a une partie service, tu devais donner un pourcentage. Enfin, juste vous êtes combien de personnes aujourd'hui pour se rendre compte aussi, une boîte de hardware, c'est plutôt 90% d'ingénieurs qui bossent sur le produit ou pas forcément? Alors, tout dépend des différentes phases du projet, mais aujourd'hui, c'est 50 personnes, 5 millions de chiffre d'affaires, et c'est en effet, on va dire, une dizaine d'ingénieurs aujourd'hui, quand même. Donc, tu as des ingénieurs qui bossent que sur le produit, la R&D ou l'optimisation du produit. Qui vont optimiser le produit, optimiser la techno. C'est énorme, 10 techno. personnes à temps plein, tu te dis, spécialisées là-dedans, qui bossent pour optimiser le produit. Qui optimise le produit et la technologie aussi, dans cette vision de Dyson, comme je te disais, d'aller aussi sur d'autres marchés, d'aller sur d'autres produits demain pour continuer de faire croître le business. Et puis, c'est l'innovation, ça? Ouais, exactement. Ça pourrait être quoi, tiens, par curiosité, avec la vapeur, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça peut être les sujets dans la cosmétique. Tu as plein de flacons, shampoing, gel douche, crème, qui sont des contenants jetables, qui vont remplir ta poubelle dans ta salle de bain. Comment demain, si tu retournes dans ton magasin remplir ton contenant, comment tu vas le nettoyer? Tu as des sujets microbio très importants. Donc, tu as des problématiques liées typiquement au nettoyage si tu veux faire du réemploi. Ça peut être aussi, on en parlait tout à l'heure, avec les pailles, tous ces contenants-là, des gourdes, des bouteilles. Ça peut être des contenants alimentaires. Et la vaisselle, dans le sens où il y a déjà de la vaisselle ou... Est-ce que vous pouvez mettre des assiettes chez le particulier, je vois pas forcément l'intérêt aujourd'hui d'arriver avec cette technologie-là de vapeur sèche, puisque je pense qu'il y a un vrai sujet de standardisation du contenant. Et c'est aussi l'autre aspect, on n'en a pas parlé, mais qui est assez important dans le nettoyage. Si on veut être extrêmement rapide, extrêmement peu énergivore en termes d'électricité et en termes de consommation d'eau, alors il faut que la forme du contenant soit un peu spécifique et un peu travaillée. Un mug, par exemple, nous, on se refuse de nettoyer des mugs parce qu'il y a des angles droits, il y a une anse. Ce n'est pas forcément très adapté à la vapeur. C'est pour ça qu'on a des verres qui sont uniques et qui sont standards. Et ça, c'est extrêmement important dans la vision du nettoyage si on veut changer un peu de paradigme. Par contre, un marché qui, moi, m'intéressait, alors c'était quand j'étais jeune papa, mais le marché des biberons. Aujourd'hui, nettoyer le biberon... tu as des goupillons, tu essaies de mettre au lave-vaisselle, mais il y en a plein qui disent que c'est pas terrible de nettoyer au lave-vaisselle ton biberon. Donc il y en a qui achètent des stérilisateurs pour stériliser tes biberons. Et je me disais que dans cet aspect-là de standardisation d'une forme, on pourrait imaginer une machine qui nettoie à la vapeur ton biberon en quelques secondes. Ça, pour le coup, sur le marché B2C, je voyais un intérêt. Mais ou sinon, j'ai pas forcément... le marché est tellement grand à côté... sur tous ces autres contenants que je pense qu'il faut se concentrer d'abord là-dessus. Tu as combien d'entreprises clientes aujourd'hui, du coup, sur les 5 millions? C'est genre 2 grands groupes qui ont mis des machines partout, ou il y a des petites entreprises qui jouent le jeu aussi? Tout le monde. On a une diversité de clients qui est géniale. On a plus de 25 boîtes du CAC 40 clientes.
C'est énorme. Ça, c'est Et génial. j'imagine que c'est genre un bureau, parce que sinon tu ferais 500 millions de chiffre d'affaires Ouais. si elle mettait ça partout. C'est tout le sujet, c'est comment, dans ces boîtes-là, chez qui on est rentré, comment on fait de l'upsell chez ses clients. C'est quoi le marché, tu penses, si par exemple, tout le CAC 40 met ça partout dans leur bureau? En gros, Home, ce serait combien de chiffre d'affaires, tu penses Aujourd'hui, dans ces clients, le taux de pénétration, selon moi, il était à 6%. Donc, tu peux dire c'est 100 millions par an, si tu vas un peu plus. Ouais. Et au niveau de la rentabilité, quand tu fais 5 millions, est-ce que déjà vous avez réussi tu peux être rentable, vu que c'est du hardware, en fait, à partir de quand tu peux être rentable quand tu fais du hardware? Parce que j'imagine qu'il y a aussi une échelle. Alors, c'est assez simple. En vrai, tu peux faire tous les calculs du monde. Si tu veux être rentable sur du hardware et l'industrie que tu montes comme ça, il faut faire environ 10 millions de chiffre d'affaires. Ça dépend du produit aussi après, non? Ou... Non, c'est ce que tu remarques en termes de marge. Ouais, après, évidemment, il faut un peu généraliser quand même, mais c'est à peu près. Tu peux faire tous les types de calculs que tu veux. Si tu veux faire de la R&D, de la prod, de la qualité, gérer ta supply, gérer ta maintenance, gérer ton business et développer ton marché, et ensuite faire en effet ton marketing et puis toutes tes fonctions qui vont permettre à ta boîte de scaler. Si tu fais moins de 8 millions de chiffre d'affaires, c'est quasi impossible d'être rentable. Est-ce qu'on peut faire un jeu ensemble, en gros, de partir du chiffre d'affaires et de dire, en partant ce qui coûte le plus cher quand tu fais du hardware, et redescendre la chaîne, tu vois, en disant, par exemple, ce qui coûte le plus cher, c'est les ingénieurs pour la partie innovation R&D, et ça fait coûte 30%. Je sais pas, voir un peu le PNL d'une boîte hardware, parce que je me rends pas du tout compte. Tu vas avoir déjà en effet le prix de ton produit sur lequel, moi ce que je disais à tout le monde aujourd'hui, donc l'objectif c'est d'être rentable à horizon 12 mois, et pour ça il y a 3 leviers très très importants. Un, c'est le volume de vente, donc c'est du business, donc maintenant il faut vraiment accélérer sur le business, c'est ça qui va te permettre d'augmenter ton chiffre d'affaires, premièrement. Ensuite, le deuxième volet, le plus important, c'est de baisser ce qu'on appelle le PRI, donc ton prix de revient industriel, c'est le coût de ta machine. Donc ça, le volume va t'aider à baisser ton prix de revient, parce que tu vas aller voir tes fournisseurs, tu vas lui dire, au lieu d'acheter 500 pièces, je vais t'en prendre 5000. Donc là, il va te faire un prix. Donc tu vas réduire, et puis tu vas faire ce qu'on appelle, nous, du design to cost, c'est-à-dire tu vas continuer de travailler dans le design de ton produit. Tu vas dire, au lieu de mettre 3 pièces, en fait, on a réfléchi que sur un micro-sujet de ta machine, on va en mettre que 2. Et là, tu vas gagner un peu d'argent. Tu vas dire, en fait, l'épaisseur de ma tôle qui était à 3 mm, en fait, on a fait des calculs beaucoup plus précis, encore plus poussés, on va passer à 2 mm. Tu vas réduire ta matière, etc. On peut dire que c'est la marge brute, ça? C'est-à-dire qu'en gros, c'est combien te coûte le produit par rapport à combien tu le vends? Et du coup, est-ce qu'on peut parler de marge brute ou pas? Par exemple, en gros, si le truc te coûte... faudrait que je réfléchisse. S'il te coûte 100... j'essaie de réfléchir en marge brute. Je vais te donner un exemple assez simple. Donc, nous, on est sur un business de location sur 4 ans. C'est 180 € par mois. Ok. Tu as la maintenance qui est incluse dedans. Tu as évidemment toute la connectivité puisque les machines sont connectées. Aujourd'hui, le produit, il doit te rapporter quasiment 180 fois 48 mois, ça te rapporte 8640 €. Au démarrage, le produit, il nous coûtait 4000 € à produire. C'est énorme. Donc là, tu n'es pas du tout bon en marge, du coup. Je parle juste du produit. Derrière, tu dois opérer ta maintenance pendant 4 ans. Donc là, ça ferait 50% à peu près... Exactement, de marge brute, mais sachant que oui, ta marge nette, elle est pas du tout là, bien sachant sûr. Que tes produits vont avoir énormément de problèmes. Moi, j'avais entendu dire qu'il fallait faire 80% à peu près minimum de marge brute pour être bien. Alors, en gros. Ouais, il faut, la marge sur tes 4 ans, il faut que tu sois à plus de 50% de marge. Sur tes 4 ans de contrat. Et c'est là la difficulté, c'est qu'au démarrage, quand tu poses ta machine, tu sais pas ce qui va se passer pendant 4 ans. Ouais. Donc, tu as beau anticiper et dire, attendez, on va faire tant d'interventions, etc., à peu près en moyenne, mais en fait, tu sais pas exactement quelle pièce tu vas changer. Tu fais un business plan, mais qui est impossible à tenir parce que tu n'as pas de boule de cristal, globalement. Et donc, en effet, l'objectif, c'est de réduire drastiquement ton prix de revient industriel, donc tes coûts de production, pour arriver en dessous des 1000 € aujourd'hui. C'est ça l'objectif. Si tu veux réellement faciliter ton accès à la rentabilité, il faut que
tu as un produit qui coûte moins de 1 000 € à produire. Et donc, il faut énormément de temps et de travail et de design to cost, comme je disais, pour arriver à être à moins de 1 000 €. Et ensuite, le dernier volet, tu en as parlé, c'est la maintenance. Si tu veux, pareil, améliorer les choses, il faut que tu travailles sur la fiabilité de ton produit. Et donc, la R&D travaille, quand on parle d'optimisation du produit, c'est ça, c'est la performance, meilleur nettoyage, moins de bruit, donc une expérience améliorée. Faire du design to cost pour réduire le prix de fabrication de ton produit. Et 3, améliorer la fiabilité pour réduire tous tes frais de maintenance que tu vas avoir sur la durée de ton contrat. Et c'est ça les 3 leviers les plus importants si tu veux atteindre la renta. Mais du coup, on en revient, donc je reviens à mon calcul. Donc 1 000 €, si ton objectif c'est 1 000 € et que tu le vends à peu près 5 000 sur 4 ans, tu fais 80% de marge brute du coup. Ça te fait ça le calcul. Et là, tu es bien du coup. Mais par contre, si ça te coûte plus, après, c'est chiant quoi. Bah, c'est compliqué. Ou alors, tu dois faire énormément de volume. Si tu veux, pour un tout petit peu, on va dire, écraser cette faible marge. Tu vois. Et après, il y a aussi, donc dans le PNL, j'ai compris pour les coûts, etc. Mais ce que je trouvais intéressant aussi, c'est de se dire en marketing, parce que tu es obligé de faire du marketing pour que quand tu vas voir une entreprise, elle l'achète parce qu'elle a vu une pub aussi. Donc, tu as aussi un budget market normalement qui doit être présent. C'est intéressant. Tu vois, si tu mets tout bout à bout, il y a beaucoup de frais. Exactement. Donc nous, côté marketing, on travaille beaucoup plus sur des coûts d'acquisition liés à de la prospection, liés au bouche à oreille. On fait un peu de digital marketing quand même. Mais d'un autre côté, tu es sur une innovation d'usage, tu es sur du B2B et tu es sur un produit où tu dois apporter en effet de la désirabilité, mais qui, dans un contexte de marché où les boîtes gèlent leur budget convivialité ou ce que tu veux, t'as beau faire énormément de pubs, les gens vont pas forcément acheter, tu vois. Donc, il faut trouver le bon ratio pour apporter quand même une désirabilité qui est assez importante et aller chercher du client avec ses relais marketing. Et en même temps, quand tu es dans 25 boîtes du CAC 40, tu as un intérêt à avoir une force commerciale qui va te permettre de rentrer chez tes clients, de continuer de faire ce travail-là, de dire attendez, sur tel autre site, comment il est géré, qui est la personne en charge du facility management, et d'avancer comme ça. C'est à mon sens assez pertinent encore. Et de réfléchir à une manière d'adresser notre marché un peu différemment. Et c'est ce qu'on a fait nous depuis quelques mois maintenant, qui est de dire je vais avoir des distributeurs qui vont distribuer notre produit en Europe, parce que là, ça c'est mon point aussi, être franco-français quand tu lances une industrie, je pense que c'est une énorme connerie, parce qu'aujourd'hui tu as un marché qui est européen à mon sens, et qui doit t'ouvrir énormément de portes, et réfléchir qu'en France, dans un marché qui est le workplace, c'est extrêmement risqué. Aujourd'hui, le marché du workplace, il est à l'arrêt complet en ce moment, et si tu dis je fais que la France, le workplace, t'es mort. Donc diversifie ton produit, diversifie aussi tes marchés avec ton produit, mais ce qu'on a lancé, c'est l'événementiel. Aujourd'hui, sur des salons, il y a encore énormément de gens qui travaillent avec des gobelets jetables sur des stands, sur leur salon. En fait, va chercher aussi ce marché-là qui, lui, pour le coup, dans un marché qui est un peu en attente aujourd'hui, eux, ils sont dynamiques parce que justement, tu investis sur ton market, sur ton image quand tu as un marché qui est un peu plus complexe. Et même pour la brand, c'est sympa parce que demain, je sais pas, j'organise un événement B2B. Tu vois, en termes de branding, pour moi, c'est plus cool de montrer que je suis sensible aux aspects écologiques. Parce de que mettre c'est une ton machine image home de plutôt marque. que de mettre des gobelets. Exactement. Tu peux travailler ton image de marque. Donc, c'est cool, tu as des ficelles marketing pour, et commercial. Super intéressant. Et là, le marché, il est énorme aussi. Le marché est gigantesque. Et du coup, donc 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça veut dire qu'en gros, vous avez, je vais faire mes calculs, 1000 machines mises chez vos clients sur une durée de 4 ans. Parce que 1000 machines à 5000, vendues 5 000 € sur 4 ans, ça fait 5 millions. Ouais. Donc vous avez 1000 machines et du coup, pour passer à 10 millions, il faut avoir 2000 machines. Parce que c'est des contrats renouvelables, les 4 ans. Ouais, tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a du churn sur ces 4 ans après ou pas, ou globalement, les gens sont contents et reconduisent Il y a toujours du churn parce qu'ils déménagent, parce que c'est une nouvelle personne qui gère ça et qui ne veut pas utiliser la machine. Mais ce qu'on voit globalement, en termes très macro, c'est qu'à partir du moment où tu passes sur une solution comme celle-là, comme Home,
le retour en arrière, il est quasiment impossible. C'est-à-dire que dire à tes salariés, bon, on arrête la machine home, on va retourner sur du gobelet jetable, c'est impossible. Ce retour en arrière, il est impossible. L'autre solution, c'est de dire, bon, on va passer sur des mugs qu'on va nettoyer à la main. Très compliqué. Tu vois, attends, j'avais une machine qui nettoyait mes verres, qui désinfectait, là, il faut que j'aille aux toilettes, nettoyer, compliqué. Donc la seule alternative que tu as, c'est de dire, bon, on arrête la machine home parce que, je sais pas, c'est trop cher, on n'y croit pas, mais du coup, tu vas mettre un lave-vaisselle et du service, ce qui va te coûter encore plus cher. Donc en fait, tu vois, les alternatives que tu as aujourd'hui, franchement, elles sont cool. pas présentes. Et ça, c'est génial. C'est peut-être dur de rentrer dans une boîte, mais une fois que tu es rentré. Et alors, la machine, elle marche comment? Juste, tu la branches à une prise électrique et c'est Tu la branches à une prise électrique et tu fais arrivée d'eau, évacuation d'eau. Okay. Donc, ça permet d'avoir une machine où tu n'as rien à faire. On a aussi un module avec des réservoirs qui nous permet d'être présent typiquement sur un salon où tu n'as pas de raccordement à l'eau. C'est ça que je l'ai demandé. Ouais. Et là, tu remplis, ça fait 2 litres, tu fais 20 nettoyages avec et c'est très bien. Ok, ok, donc ça c'est cool pour le churn. Ouais, c'est pas mal, ça, une fois que tu es dans les boîtes. Et en tout cas, moi, mon point, et je pense que c'est la clé aussi, comme je te disais, sur du hardware, c'est de se dire que tu dois aller quand même adresser différents marchés pour dérisquer une boîte parce que tu restes encore très vulnérable, parce que tu es une boîte avec des frais fixes, ça c'est important. Et pour ça, tu dois dérisquer ton activité. Donc, mixer les segments au maximum et mixer aussi les géographies parce que tu as des marchés qui sont dynamiques, plus dynamiques qu'en France. Parce que le contexte aujourd'hui politique fait que ton marché en France, il est très compliqué. Là où, dans les pays nordiques, par exemple, tu as des marchés beaucoup plus dynamiques. La Pologne est beaucoup plus dynamique. Tu as des réglementations qui sont différentes. Alors, c'est aussi une des grosses problématiques de l'Europe. Mais voilà, le gobelet jetable est interdit depuis le 1er janvier 2024 aux Pays-Bas. Donc, tu as un marché qui est vachement plus dynamique aux Pays-Bas par rapport à ça. Quand en France, c'était 1er janvier 2026. Et ils ont reporté au final l'arrêt des gobelets en carton parce qu'il n'y avait pas assez de solutions pour vraiment mettre en place cette loi. Tu as des concurrents ou pas en Europe? Par exemple, aux Pays-Bas, il y a une boîte qui s'est fait comme Home, qui a surfé sur la tendance. Le concurrent reste le lave-vaisselle. Okay. Le lave-vaisselle ou le nettoyage à la main, c'est une réalité, quoi. Ok. Vraiment, il n'y a pas quelqu'un qui essaie de développer une technologie comme la tienne Non. C'est qui les investisseurs du coup qui sont assez fous pour avoir investi dans Home au début sur ce pari, parce que c'est un vrai pari. Bon, après, les investisseurs sont là pour ça, pour prendre leurs risques, pareil sur des technologies, et quand ça marche, avoir des gros rendements. Mais du coup, c'est vrai que bon, on le sait, voilà, c'est super risqué de s'attaquer à une industrie qui est là depuis toujours aussi. Mais si tu t'attaques au lave-vaisselle, en gros, globalement, tu t'attaques à une des industries les plus vieilles. Ouais. Voilà, c'est qui les investisseurs qui sont rentrés Friends and Family au début, donc 150 000. Ouais, et ensuite c'est Maïf Impact qui est rentré en amorçage. Là, pour le coup, c'est un vrai pari. Et c'est le côté impact, je pense, qui nous a plus porté que le côté industriel. C'est vraiment ce côté, et on le voit dans les investisseurs qui nous ont accompagnés, c'est surtout cette vision-là de dire, tiens, on investit dans un projet à impact. Ils ont investi combien pour se rendre compte? Et c'est quoi les valos aussi en hardware? Parce que parfois, moi, je vois des fintech qui sont très vite valorisés, je sais pas, 20 millions d'euros. Parce que dans le hardware, il y a un peu cette euphorie-là aussi. Non. Les valos sont quand même beaucoup plus basses. Premièrement, ça prend quand même beaucoup plus de temps à développer. Donc, les valos suivent aussi ce trend-là. Ils ont investi combien, la Maïf, par exemple? La Maïf, c'était 500 000 euros. 500 000 euros. Mais au tout et début, c'est quoi les valos pour se rendre compte sur un produit comme ça? À l'époque, c'était la valo, je pense, en amorçage, on était entre 4 et 5 millions. C'est pas mal déjà quand même. Ouais. C'est comme une bonne valo, je trouve. Ouais. Sur un produit qui était en mode MVP un peu encore. Tu avais un premier proto qui marchait, tu avais déjà une traction client parce qu'on avait fait des précommandes avec certains clients. Ça, c'est sympa en tant qu'investisseur, par contre, parce que tu vois la machine, il y a ce côté un peu passion, quoi, tu vois, c'est pas... Parce que dans la tech, parfois, c'est que des apps, tu vois, où les investisseurs ne se sont même jamais connectés au produit, tu vois, là, t'es un investisseur, tu te mets la machine chez toi et tu l'utilises tous les jours. Je trouve qu'il y a un côté un peu passion derrière aussi. C'est clair qu'aujourd'hui, c'est un côté qui nous permet de recruter, de développer la marque employeur, qui permet aussi de
je pense, tu vois, d'attirer plein de gens dans l'industrie et des investisseurs qui disent en fait, venez dans notre usine, regardez comment ça se passe, touchez le produit, regardez-le. Et c'est vrai qu'il y a un côté ultra stimulant versus je te montre mon Est-ce que app. vous avez une usine aussi, du coup, ouais. et là, il y a combien de personnes qui travaillent pour assembler les machines Bon, après, sur l'assemblage, t'as pas tant de personnes que ça. C'est en dessous de 10 personnes pour faire, on va dire, la logistique, la qualité et toute la partie assemblage. Alors, du coup, donc 500 000, et après, parce que je crois que vous avez levé 17 millions d'euros, non? Ouais, après, on a Total. fait une série A où on a levé 7 millions d'euros. Là, c'est qui, du coup Le fonds lead, c'était StarQuest Capital qui est rentré. StarQuest Capital, c'est ouais. un fonds. C'est un fonds avec une version Mais c'est un fonds français? Ouais, tout à fait. Avec une version très industrie, mais impact aussi. Et ensuite, sur la série B, on a levé 15 millions. Et là, c'est le fonds lead, c'était Sven Blue Ocean. Donc là, c'est vraiment purement le fait de réduire la consommation de plastique qui les intéresse. Okay. C'est un fonds quoi, ça C'est un fonds français? Ouais, c'est un fonds français. Oui, c'est OK. Ouais. Vous avez levé plus de 22 millions d'euros sur du hardware. Mais est-ce qu'il y a d'autres boîtes en France qui ont levé autant comme ça? Je pense que oui, il y a des boîtes, après, encore une fois... Avec autant de technologie? Parce que je pense à d'autres boîtes, par exemple, je pense à Ledger, sur d'autres boîtes, mais c'est des clés, tu vois, je pense... C'est pas non plus en termes de techno aussi poussé, je pense. Tu vois. Après, ce qui est sûr, c'est que sur notre marché du nettoyage comme ça, aujourd'hui, oui, on est assez seul. Sur le marché du nettoyage, voilà, avec de la tech comme ça en France. Non, on est, il y a personne. Là, il y a vous pas de sortez du lot là. Ouais, c'est clair. C'est énorme. Ouais, mais c'est vrai qu'on a la chance et on a fait rentrer aussi, on en parlait tout à l'heure, donc on peut le dire. Donc le groupe SEB est rentré aussi au capital lors de la série B. Et eux, ils adorent tout ce qui est industrie, du coup, en fait, c'est. C'est clairement, je pense que pour eux, ça reste quand même leur cœur d'expertise et ça les intéresse aussi de voir comment d'autres entreprises plus jeunes travaillent. Et j'aime bien aussi cette mentalité de quand même connecter deux mondes, des industries qui sont implantées et je pense qu'on ont d'autres problématiques aujourd'hui et puis des startups qui, elles, veulent le devenir et où on a encore énormément de chemin à parcourir. C'est cool parce que Groupe SEB, du coup, ils ont investi dans Angel Bike, les vélos de Marc Simoncini, ils ont investi dans votre boîte. Ouais. C'est cool de dire qu'on est dans un pays quand même où tu vois, il y a des gros industriels qui financent aussi les startups. Parce que tu vois, s'il n'y avait pas tous ces groupes aussi, peut-être on pourrait manquer de capitaux pour les innovations. Donc c'est cool. Mon point. Après, honnêtement, moi, je me plains pas et je trouve ça génial dans tous les cas, même en termes d'apprentissage, de mixer... si tu veux, tous ces investisseurs-là qui permettent à la boîte de se développer. Et après, tu as le sujet de se dire comment je continue de développer cette boîte, quelle va être la vision et l'ambition de cette boîte. Et ça, c'est un peu mon constat, c'est qu'aujourd'hui, en Europe, globalement, développer des projets hardware demande énormément de temps, demande du coup pas mal de capitaux. Et aujourd'hui, on reste quand même extrêmement frileux et le risque associé au développement de ces boîtes hardware, on a encore beaucoup de mal à le gérer. Donc... entre guillemets, je veux pas non plus être, tu vois, l'arbre qui cache la forêt. Il y a encore énormément de problématiques dans le développement des boîtes hardware aujourd'hui en Europe. C'est pour ça qu'il n'y en a peut-être pas trop d'ailleurs. Et voilà, on ne sait pas gérer le risque, on ne sait pas gérer des projets pharaoniques. Comment ils ont fait Dyson alors? Parce que prenons un exemple, eux ils étaient aux États-Unis ou Canada, je crois. Non, je crois qu'ils sont au UK. C'était UK Dyson? Ouais. Ah ouais, je pensais pas. Ouais. Parce que eux, et je crois qu'ils ont mis énormément de temps avant de. Pareil, l'histoire est folle. Je crois que c'est. Si tu regardes le premier aspirateur, genre. En gros, Dyson s'est fait connaître. L'histoire est folle. Genre 15 ans après, ils ont bossé sur la technologie. Et c'est assez fou, quoi. Mais je crois qu'ils avaient un autre business à côté pour développer ça. Hein. Ok. Il faudrait creuser l'histoire de Dyson. Mais oui, c'est un bon cas, en tout cas, d'une innovation assez similaire à ce que tu fais qui a explosé. Et qui prend énormément de temps. C'est-à-dire qu'en effet, l'histoire veut que le mec, il a fait, je sais plus, 200 prototypes d'aspirateurs. Ça lui a pris 15 ans, etc. Donc, il est assez âgé, d'ailleurs, le fondateur, il me semble, non? Ouais. Mais bon, voilà, tu vois. C'est l'histoire d'une vie, le hardware, j'ai l'impression, en fait. Non, mais il y a des ressemblances dans le fait de faire qui est la désirabilité sur un produit ancien. Ouais. Tu vois, l'aspirateur, vous le lave-vaisselle, enfin, tu vois. Il y a des similarités, eux, c'est l'air, vous, c'est la vapeur. Tu vois, c'est le play. Tu t'es inspiré de Dyson un peu ou pas dans le développement Au fur et à mesure, ouais. Clairement, parce qu'en fait, tu te rends compte que tu as un peu le projet est similaire, même si au début,
je me suis pas dit, tiens, je vais lancer Home et on va faire exactement comme Dyson a fait. Tu vois. C'est pas le sujet. Par contre, au fur et à mesure du temps où tu vois que tu es obligé de faire plein de protos, où tu travailles quand même énormément le design, la désirabilité, en fait, tu te rends compte que ouais, clairement, tu es en train de prendre des chemins qui sont assez similaires. J'ai une autre marque, c'est Nespresso. Ouais. Nespresso, c'est le symbole du produit qui devient viral et qui crée un nouvel usage. Pour le coup, c'est le numéro 1 dans le monde, je pense, en termes de valorisation aujourd'hui. Ouais. D'ailleurs, il faudrait regarder par rapport à Dyson, mais je pense que Nespresso est plus gros que Dyson. Sachant que là, mais ils ont créé un produit, un usage, il y a même des produits qui viennent avec, donc des capsules. C'est surtout d'ailleurs les capsules, parce qu'en soi, d'ailleurs, c'est même pas eux qui fabriquent pour le coup leur machine à café, mais c'est vrai que le monde de la capsule, en termes d'usage, a transformé les choses. Et ce qu'ils ont fait est assez génial là-dessus. Ah, t'as raison, le produit en lui-même, le fait de mettre une capsule dans une machine, en gros, ça c'est une technologie qui est pas, c'est pas Nespresso qui l'a inventé. Alors eux, ils ont inventé justement le fait de développer cette capsule que tu vas mettre dans une machine, et c'est ce qu'ils ont protégé d'ailleurs sur beaucoup de temps. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont essayé de développer d'autres types de capsules pour contourner les brevets de Nespresso. Le nombre de brevets qu'il doit y avoir sur les capsules Nespresso, ça doit être fou. Ouais, c'est dingue. Pour le coup, c'est clairement... Mais oui, donc pour toi, c'est la capsule, l'innovation, mais il y a aussi, je pense, les machines, elles sont quand même... Ils ont dû adapter la machine, si tu veux, à ça, mais le monde du café existait déjà. Vraiment, l'innovation, elle est liée à la capsule. Ouais. Ok. Ouais. En tout cas, ils ont créé un nouvel usage, mais c'est un petit peu ce que tu fais avec Home aussi, parce que du coup, plutôt que de passer dans un lave-vaisselle, tu vois, Ah, clairement, c'est un nouvel usage aussi. Et c'est ce qui est... Et c'est chaud, c'est un nouvel usage. Le nombre de boîtes en hardware qui créent un nouvel usage... Dans le monde, je te promets, ça doit être faible, je pense. Ouais, c'est clair. Nouvel usage, c'est toujours le truc le plus chaud. C'est très compliqué. Et en même temps, du coup, potentiel, risk-reward est énorme parce que du coup, si ça devient une nouvelle mode d'utilisation. Et puis, tu as une richesse, une richesse de boîte, une richesse de compréhension de ce qui se passe. Mais ma question, c'est est-ce qu'il n'y a pas des fonds ? Tu vois, je pense par exemple, alors je vais partir loin, mais là, il y a eu le robot Neo, je ne sais pas si tu as vu, ça a été fait dans les pays nordiques qui t'assistent au quotidien, un peu comme dans le film iRobot. Et en fait, à un moment donné, en fait, le gars a voulu chercher 1 milliard pour en fait devenir un peu le nouveau Apple de demain, potentiellement sur tout ce qui va être les robots à domicile. Donc, qui te fait la cuisine, qui va te chercher un colis, etc. Bon, bref, ils ont cherché 1 milliard, ils n'ont pas trouvé. C'est les États-Unis qui sont venus, qui étaient les seuls à pouvoir mettre un billet aussi gros et qui ont demandé à ce qu'ils rapatrient les usines du coup aux États-Unis. Bon, ça c'est une complexité, mais est-ce qu'une boîte comme la tienne du coup pourrait pas avoir la même logique de dire je suis sur un nouvel usage et de passer une nouvelle vitesse en disant voilà en fait je voudrais lever là 500 millions d'euros pour en fait changer les usages sur ce marché et aller chercher un Américain. Enfin je sais pas, tu vois. C'est là où je te parlais d'ambition et c'est là où aujourd'hui en Europe on sait pas faire et on fera pas parce qu'on a trop peur. Et que la peur en fait te paralyse et ça on sait pas faire. Mais tu y as pensé ? Enfin, c'est un sujet. Mais même depuis le début là en fait on se dit j'ai levé 500 000 puis 7 puis 15, on a l'impression que c'est gigantesque, mais pour développer une boîte industrielle qui demain peut faire je sais pas 500 millions d'ARR ou même plus à un moment donné. Mais il y a le potentiel justement. Pourquoi ils sont ces investisseurs sur une boîte comme la tienne ? Parce qu'en fait finalement ce qui peut te manquer, tu as éprouvé, tu as vendu 1000 machines, ton business est éprouvé, en fait, il faudrait qu'il y ait peut-être un Américain, pourquoi pas, s'il n'est pas en Europe, qui vienne mettre, je sais pas, 100, 200 millions, 300 millions d'euros pour développer ton projet. Est-ce que tu es allé voir des fonds comme ça pour les pieds, pour voir un petit peu ce qui se pensait ? Oui, mais compliqué parce que tu parles de nettoyage, tu parles de changement d'usage et que ce n'est pas les marchés les plus sexy et puis les... Je pense que Dyson a dû faire, non, à l'époque, ils ont dû faire une grosse... Non, je pense que eux, pour le coup, ça s'est fait vraiment étape par étape, au fur et à mesure, jusqu'à un moment donné arriver au bon moment où là, tu commences à investir encore plus massivement et puis tu ouvres un pays, un deuxième pays et puis tu travailles sur toute ta distribution. Le go-to-market est extrêmement important. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, dans ma vision du scale, il faut travailler avec des distributeurs dans le monde du café, notamment. Les 2 plus gros en Europe, ce sont Selecta et JDE. Et JDE, par exemple, c'est 230 000 machines à café, Pays-Bas, pays nordiques. Clairement, ces gens-là, ils vendent une machine à café, le café qui va avec. En fait, ils mettent notre machine à côté et ils peuvent opérer la maintenance de ton produit.
Si tu vas dans 10%, s'ils déploient dans 10% de leur parc, c'est déjà 20 000 machines, c'est pas du tout la même chose. Donc, et Selecta, c'est 450 000 machines à café en Europe en B2B. Donc c'est là, à mon sens, où on a un levier de croissance qui est extrêmement rapide, avec aussi des investissements qui restent encore assez mesurés. Parce que là, tu vois, ton produit, il est à maturité, tu as une bonne rétention, tu as des clients satisfaits, ça répond à une problématique de demain. Ouais. Il y a des lois qui vont passer en vigueur, donc j'ai l'impression que toi, c'est un peu bizarre, c'est que tu coches toutes les cases et en même temps, personne est toc à ta porte non plus pour accélérer massivement aussi. C'est un peu étrange parce que finalement, c'est de la RR en plus, donc si tu as 1000 machines, 2000, après, t'as une espèce de récurrence assez énorme, quoi. Tu passes de 1000 à 10 000 machines, en fait, ce qui n'est peut-être même pas énorme à l'échelle globale. Tu passes d'une boîte qui fait 5 millions à 50 millions d'ARR, tu rentres dans une autre cour et tu vois, tu as un produit qui est éprouvé, tu as un business model qui marche, donc c'est ça qui est un peu étonnant, tout est là un peu. Ouais. Et en même temps, les capitaux ne suivent pas forcément. Bah, c'est un peu le paradoxe du marché européen et de notre marché français, des investissements dans le hardware. Et c'est là où il faut pousser, il faut continuer d'en parler, il faut aussi continuer d'avoir de l'ambition et se dire peut-être qu'on va se planter, c'est vrai, peut-être. Est-ce que c'est grave? Bah, on aura tenté, on aura investi et peut-être qu'on va gagner très très gros. Peut-être que cette innovation d'usage, elle ne va pas prendre. Peut-être que les gens vont continuer de... Mais moi, j'y crois pas. Évidemment que c'est pas ce qui m'anime, mais tu as un risque, évidemment. Après, tu vois que c'est un peu la suite de l'histoire, quand même. Enfin, c'est ce qui me paraît assez naturel et c'est pour ça que c'est ce qui, moi, si tu veux, c'est ma foi interne et c'est ma croyance profonde. Après, est-ce que tout le monde croit en ça? Je ne sais pas. Tu vois, moi, j'ai plein de gens aujourd'hui, quand je pitchais des fonds, les gens me disaient j'y crois pas. En fait, je crois pas à ton usage. Je crois pas. Je pense que aujourd'hui, les gens vont utiliser des lave-vaisselle et vont les remplir à l'idée. Tu vois. Et à contrario, même dans les entreprises. Et à contrario, est-ce que tu penses que ça peut se développer? Tu as une taille assez critique pour te dire je fais comme Dyson en mode fourmi et j'attends petit à petit et je développe en mode fourmi. Est-ce que ce modèle-là, il est possible aussi dans le hardware? Parce que comme il y a des gros coûts de développement. Il est possible, mais c'est très compliqué parce que c'est là aussi le syndrome de la start-up, c'est qu'à un moment donné, les gens qui rentrent dans cette start-up, tu les épuises, tu vois, parce que en allant très doucement comme ça, mais en même temps demandant d'être extrêmement résilient, de changer le produit constamment. Peut-être en les associant, en leur donnant des parts pour les associer au projet. Ouais, mais ça c'est pareil. Ça j'ai changé un peu de. C'est pas ce qui les fait. C'est pas pour ça qu'ils se lèvent tous les matins parce qu'ils ont des parts dans une boîte. C'est beaucoup plus complexe que ça et encore plus dans une boîte industrielle où tu as tout type de profil. C'est-à-dire que où des profils. Aux États-Unis, ça marche très bien. Tu donnes des shares, etc. Les gens adorent ça. Les BSPCE en France, en vrai, c'est pas un levier de motivation gigantesque. Il y a quelques personnes que ça intéresse, mais en vrai, s'ils sont fatigués, t'as beau leur dire ouais, mais t'as des BSPCE, reste encore 1 an dans la boîte parce que en fait, c'est pas concret du tout. En France et en Europe, cet aspect-là. Donc, réussir à les motiver dans le temps, il faut que ta boîte grossisse. Parce que sinon, les gens, ils n'ont pas les opportunités qui vont avec aussi leur âge. C'est-à-dire que tu as des gens qui sont assez jeunes dans ta boîte, donc il faut que tu leur offres des perspectives d'évolution, de job, de carrière très rapides. Et en fait, si ta boîte, elle n'avance pas vite, les gens partent. Si un entrepreneur veut se lancer, et veut se lancer en créant une boîte avec de l'hardware, voilà, quel conseil tu lui donnerais? Est-ce que tu lui dirais même potentiellement de ne pas y aller en disant peut-être pas ta première boîte, prendre l'XP, vas-y sur une deuxième, ou voilà, ce serait quoi peut-être les 3 conseils que tu donnerais de ton expérience, parce que les entrepreneurs comme toi sont rares, qui ont levé autant en plus sur du hardware, etc. Peut-être si tu as quelqu'un qui veut se lancer, les 3 conseils que tu lui donnerais. Alors le premier conseil, c'est de maîtriser son produit. Donc construire une boîte, malgré tout, tu maîtrises tout de A à Z. Sur du hardware, c'est extrêmement important. Pas j'externalise et tout. Non, ça et même la R&D, tu vois, nous, la chance qu'on a, c'est de réduire constamment le prix de ton produit. Là où si tu ne maîtrises pas ton produit, potentiellement, en fait, ton prix va quasiment jamais bouger en termes de prix de prod. Et en fait, au fur et à mesure du temps, ta boîte va grossir et tu vas pas pouvoir optimiser les choses. Donc très très tôt, c'est dire ok, je le lance. Par contre, je maîtrise mon produit et j'internalise mon savoir-faire. Mon savoir-faire, il est là, là, là et là, et de pas avoir peur de maîtriser. Parce qu'en fait, si tu te lances dans du hardware, mais
ta R&D, tu l'externalises avec un bureau d'études, tu externalises la prod avec quelqu'un d'autre, etc. En fait, tu es un agrégateur et en fait, ça sert à rien. Ok. Tu ne crées pas de valeur. Donc, pour moi, c'est un no-go complet si tu veux te lancer dans Ok. du hardware sans... Maîtriser Ouais, toute la chaîne et faire qu'un produit aussi, ça tu le disais. faire qu'un produit au démarrage. Ensuite, le deuxième point, c'est quand même d'aller assez vite chez son client et de ne pas avoir peur, justement, de se confronter au client et de se dire que tu vas avoir des problèmes. Mais en Limite fait, de co-construire et de faire un prix. en tout cas, c'est obligatoire d'aller sur le marché assez vite, quand même, à un moment donné. Et ça, tu ne peux pas y couper non plus. Donc, va voir tes clients assez vite, co-construis le produit avec eux et connecte en fait ta R&D à ton client parce que en fait, c'est le client qui va avoir la réponse de cette transformation d'usage-là. Et en fait, c'est le client qui va t'aider à sans doute faire moins de conneries sur le produit. Et en fait, comme chaque connerie que tu vas faire va te coûter énormément d'argent, tu as intérêt à les faire des erreurs assez tôt quand tu n'as pas beaucoup de produits sur le marché pour le faire. Et le troisième, c'est là, c'est plus un état d'esprit. Je pense qu'il faut être convaincu de son marché, de son produit, parce que ça va être du temps long. Donc là, il y a tout un côté entrepreneur qui est, c'est toi qui as la vision, donc il faut vraiment que tu y crois, parce que ça va durer longtemps. Donc si tu te dis que dans 3 ans, tu vas revendre ta boîte, ça n'existe pas. Donc sois patient, et pour ça, c'est tout le talent d'un entrepreneur, ou en tout cas des facettes d'un entrepreneur, quoi. La Et de la résilience, passion, la passion. La passion pour tenir dans la durée. Pour En tenir gros, dans c'est la quoi, c'est combien de durée, temps la pour- vision, et avoir la bonne vision aussi de ton marché, de ce que tu veux faire, porter ton message, être convaincant. Et ça, c'est ce mix-là qui fait que tu es à la source de ce projet-là. Il faut que tu y crois longtemps et que tu arrives à convaincre les gens. Et après, le seul sujet, donc pour le coup, je n'ai pas encore la réponse, c'est comment tu arrives à transformer le marché européen avec une ambition forte et des investissements massifs pour permettre à un projet industriel hardware de se développer, tu vois. Et ça, on n'y est pas encore aujourd'hui. Ok. Ça, c'est super intéressant. En tout cas, il faut qu'il y ait la passion parce que c'est des temps longs et c'est pas je lève des fonds et dans 5 ans je vends ma boîte. C'est pas ce genre de projet. C'est Non. vraiment des projets de fond où tu veux vraiment développer, régler un problème qui te passionne et dans lequel c'est un projet de vie un peu, Ouais. on va dire. Après, tous les projets doivent être comme ça hein, normalement, mais là peut-être plus qu'ailleurs. Ouais, et la résilience associée à ça, elle est très très importante. Tu vas découvrir énormément de choses, mais à refaire, est-ce que je le ferais? Je sais pas, tu vois, parce que tu vois, c'est vrai que on voit pas, c'est pour ça que je mets une casquette, mais tu as quelques cheveux blancs qui arrivent quand même en 8 ans Et c'est en qu'il 8 ans de boîte. faut y croire, quoi. C'est fou. ouais. Mais moi, mais en même temps, ça me fait penser à. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait vraiment penser à toutes les plus belles success stories. Tu sais, à Steve Jobs dans son garage, Ouais. au mec qui crée McDo au début avec son. Enfin, on est exactement dans la même chose, quoi. C'est vraiment. Tu développes petit à petit, tu dois t'accrocher et faire une. Il y a une forme de résilience que je trouve qui était marquée dans l'histoire entrepreneuriale de l'époque. Ouais. On voit peut-être moins aujourd'hui où tout va très vite, il faut consommer vite, il faut revendre sa boîte vite, il faut lever vite. Là, on est vraiment dans un projet passion. Il faut être amoureux, je pense, de son produit et aller dans le détail, être résilient. Mais en même temps, c'est des projets qui sont super beaux à voir, quoi. Ouais. Quand tu vois la machine, pour le coup, il y a un plaisir que tu n'as pas dans d'autres. Enfin, moi, je trouve que par exemple, dans la tech, dans les gens qui développent des produits digitaux, tu as moins ce plaisir quand même. Le projet que tu peux sentir, C'est des toucher, boîtes. c'est rien à voir. Ouais, c'est des boîtes. Comme à des- Apple, quoi, par exemple, c'est le niveau max, quoi. C'est le. Et puis tu vois, moi, la plus grande fierté, c'est de se dire j'ai 150 000 utilisateurs par jour qui utilisent mes verres, qui vont les nettoyer dans la C'est fou, machine, ça. qui sont en interaction. Et ça, tu as un impact sur aussi, tu vois, la prise de conscience. Pour ça, je disais, c'est ultra important aussi de porter des messages, d'avoir cette vision-là au-delà du produit, qui est de dire, est-ce que j'ai de l'impact avec mon produit? Est-ce que C'est énorme. Tu imagines l'impact? Ouais, et de se dire, dans la tête des gens, en fait, je commence à leur montrer que le réemploi est possible, que le réemploi peut être simple. Et ça, c'est magique. Je tu trouve que vois. c'est une mission, ça. Enfin, Ouais. ça peut être une mission de vie, quoi, de se dire, au-delà du chiffre d'affaires de tout le reste, effectivement, tous les jours, tu sensibilises à l'écologie. 150 000 personnes, c'est ça? Ouais. C'est énorme. Ouais. Moi, je trouve ça énorme, ça, de se dire, je m'accroche parce que quel que soit, tu vois, l'issue, en fait, c'est énorme d'avoir cet impact-là. Il y a peu de business où tu as autant d'impact. Il y a peut-être l'univers de la santé, où là, pour le coup, tu as des gens qui soignent grâce à l'IA ou autre, ça, c'est ouf. Mais là, sensibiliser à l'écologie tous les jours, c'est sympa. Ouais, et sur des Avec sujets, un beau produit en plus. des sujets qui sont pas forcément sexy à la base, mais ouais, c'est passionnant. Et de se C'est dire, vrai que tiens, il faut qu'on aille chercher 1 million d'utilisateurs, c'est ça la target. Et parfois, tu vois, on s'est focalisé au démarrage sur comment on fait pour utiliser très peu de vapeur,
pour que la consommation énergétique soit la plus faible sur notre produit, parce que c'est là où on va avoir de l'impact réel. En fait, alors il faut le faire, honnêtement, parce que c'est ultra important, si tu veux, quand tu regardes ton bilan carbone ou ton ACV, donc ton analyse de cycle de vie de ton produit, de montrer que tu vas être, en termes de écologique ou d'impact carbone, bien meilleur qu'un gobelet. Il faut le faire, mais je trouve que l'impact dans le comportement des gens, l'impact que tu vas avoir, il est encore plus important et c'est là-dessus où on doit se battre chaque jour. Comment on fait pour que dans une boîte où tu déploies ta machine, les gens utilisent réellement ton produit, comprennent le produit et soient heureux d'utiliser ton produit? Pour finir ce podcast, j'ai une question un peu plus perso, si on peut dire. Tu as fait toute ta carrière dans le produit. D'où te vient cette passion de développer des produits innovants? Alors, moi je pense que c'est ultra important quand tu lances des produits où tu sais que ça va être long comme ça. Je sais pas, qu'il y a une richesse intellectuelle dans l'innovation, d'apporter quelque chose de nouveau au marché, quelque chose de différenciant au marché. J'adore les challenges, j'adore les projets ambitieux, j'adore... je sais pas, il y a un côté où je sais que je vais apprendre énormément de choses. Et ça, c'est ce qui m'excite. Et en fait, l'innovation permet ça, les projets industriels permettent ça davantage. Et je sais pas, j'ai l'impression que plus c'est dur, plus je vais être seul, plus je vais apprendre. Et tu as un côté un peu maso, entre guillemets, à ça, mais tu sais que la récompense, elle va être gigantesque, tu vois. Tu es ingénieur de formation, toi, à la base? Souvent, c'est ce plaisir qu'on retrouve chez les ingénieurs des problème solvers, quoi, tu vois, de résoudre des problèmes comme ça. C'est des choses qui excitent beaucoup les ingénieurs, en général, de régler des problèmes tech, alors surtout dans du hardware. Alors là, on est dans le Graal, on va dire. Alors après, je suis ingénieur. Moi, je suis un faux ingénieur, je pense, parce que moi, dans la gestion de la boîte, j'aime tous les aspects, en fait. Tu dois tout maîtriser, mais par contre, je ne suis pas expert du tout de tous les sujets de la boîte. Par contre, j'aime bien comprendre et maîtriser le maximum de sujets. C'est pour ça que je suis un faux ingénieur où j'ai besoin quand même d'une grande diversité. J'adore le business, j'adore le marketing. Je suis passé tu es assez polyvalent, finalement. Tu es un chef d'entreprise polyvalent. Ça, c'est ultra important. Mais par contre, il y a un côté où je veux que les projets, si tu veux, ils soient techniques. Je veux qu'ils soient quand même complexes. Et cette complexité-là, je la trouve extrêmement importante dans un projet que je peux lancer. En fait, tu disais que pour lancer un projet hardware, il fallait être passionné. Et donc, du coup, que ce soit une valeur vraiment profonde chez soi, la passion pour le produit. Est-ce que, tu vois, là, pour le coup, ce serait une question plus perso. Dans ton enfance, très jeune, tu avais cette fibre-là? Parce que tu vois, il y a des gens qui, pour savoir à quel point ils sont vraiment passionnés, à quel point c'est dans leur valeur le produit. Tu vois, je sais pas, est-ce que par exemple, quand tu étais tout petit, tu aimais jouer au Lego ou des choses comme ça, par exemple, des choses où tu construis? Parce que souvent, on a besoin de revenir dans l'enfance pour savoir, tu vois, où sont les vraies passions. Et je me dis, quelqu'un qui voudrait se lancer là-dedans pour savoir s'il a le truc ou pas. Tu vois, est-ce que toi, tu peux reconnecter des choses où, en fait, depuis tout petit, globalement, je sais pas, t'aimais les jeux où tu construisais des choses Alors oui, ça c'est vrai. Et je pense que tu as raison. Le sujet, moi, en tout cas, c'est pas le côté ingénieur. Tiens, je vais construire des trucs très précis et jouer au mécano à fond. Je pense que si on essaie de reconnecter à ma jeunesse, moi, ce qui me plaît, c'est raconter des histoires. Parce que j'étais un peu dans ma bulle, je jouais avec, en effet, Lego, Playmobil, etc. Mais je racontais des histoires autour de ça et je me créais un monde. Mais c'est plus ça qui m'intéresse, d'ailleurs, dans la vision de la boîte, dans ce qu'on va apporter au marché et dans ce qu'on va construire avec un truc où c'est sans limite, tu vois. Et ça m'excite davantage que le côté parfaitement technique de ma technologie. Par contre, si je veux raconter une belle histoire et changer les choses, il faut qu'il y ait cet aspect-là. Mais c'est pas le cœur de mais tu peux avoir différents types d'entrepreneurs. Et je pense que Steve Jobs était comme ça, moi, tu vois, d'instinct comme ça. Je me dirais, parce qu'il était associé, je crois, c'était Wozniak ou je sais plus comment son associé, comment il s'appelait exactement, mais qui était plus l'ingénieur tech. Et lui, je crois que c'était plus celui qui aimait raconter les histoires et qui aimait, tu vois, le design, qui aimait aussi la forme, quoi, du storytelling. Donc je pense que tout en maîtrisant ton produit, tous les aspects de ta boîte, etc. Tu vois, mais c'est ça, c'est réellement ça, moi, qui m'anime, de porter ça, de l'incarner,
et de se dire que tu vas réellement avoir un impact réel dans la société dans laquelle on vit. Et d'où l'intérêt aussi, tu vois, que ce soit en effet le sens de l'histoire. Et c'est vrai qu'au démarrage, quand tu lances ce projet-là, tu te dis, mais en fait, c'est une évidence de dire, en fait, le gobelet jetable, l'expérience, elle est horrible. Et en fait, tu te dis, c'est le sens de l'histoire que demain, que de nettoyer un contenant ultra rapidement. Et donc, tu as cette conviction aussi profonde de dire que ce vers quoi tu vas, c'est une évidence. Oui, mais c'est important d'introduire, comme tu le disais depuis le début, la notion de désirabilité. Parce que si tu veux juste régler un problème tech, être le techos avec ta machine techos qui règle le problème, mais qu'en fait, il n'y a aucune désirabilité, aucune histoire, aucun branding, tu vois, peut-être, on pourrait finir sur ce conseil-là pour les gens qui vont dans le hardware aussi, qui n'oublient pas la notion. Parce que souvent, c'est des ingénieurs qui lancent ça. Mais gardez en tête que je dirais même le numéro 1, c'est la désirabilité. Tu vois, si tu n'as pas un beau produit, il n'y a pas cette notion de désirabilité, ça va être très compliqué, même si tu résous un problème de ouf. Ça, c'est vrai, c'est un des gros problèmes aussi. On a en France ou en Europe même des ingénieurs qui sont incroyables, qui sont capables de développer des technologies de folie, mais on n'arrive pas à mixer, si tu veux, cette technologie à un produit avec le bon product market fit, avec du storytelling, le bon storytelling qui va faire qu'on va embarquer les gens. Et en fait, c'est comme tout. C'est des gens que tu embarques et tu dois aller chercher chez des gens cette étincelle, cette lumière en eux qui vont faire putain, c'est génial cette idée. Et c'est pas que la technologie qu'il y a derrière. J'ai interviewé ici Maud, la fondatrice de Gringot, qui est une banque écologique, du coup une banque verte. Et pareil, il y a que tu connais aussi. Ouais. Elle a une notion de désirabilité derrière son produit aussi depuis le début. C'est intéressant parce que du coup, on sent que les entrepreneurs, pour amener sur ces nouveaux produits, ces nouvelles technologies, il y a cette notion de désirabilité qui est forte et de storytelling. Elle croit beaucoup dans le storytelling. Elle a un renard en mascotte. Donc j'invite les gens qui sont restés jusqu'à maintenant à aller voir cet épisode également. Mais il y a cette notion de désirabilité qui ressort. Et ce que j'adore aussi chez Maud, c'est qu'elle a un combat derrière qui est puissant et qu'elle incarne à merveille, tu vois. J'ai interviewé Arthur Obeuf aussi, ici, Team for the Planet. Ouais. Pareil, il dit que pour amener les gens vers l'écologie, il faut qu'il y ait cette notion de désirabilité. Tu forces pas les gens ou tu les emmènes pas vers quelque chose en les pointant du doigt ou on les en chie. L'être humain, biologiquement, il est pas fait comme ça. En fait, non, si tu l'emmerdes, il va juste se mettre en position défensive. Ça marche pas du tout comme ça. Il faut que ce soit... tu vois, par exemple, Maud, elle dit qu'il faut que ce soit stylé de faire de l'écologie. Enfin, tu vois, elle prenait l'exemple de David Beckham avec son potager, tu vois. Bah, que ça devienne stylé d'avoir un potager. Et il y a cette notion de désirabilité là. Même c'est sûr. C'est pour ça qu'on parlait de contraintes, mais c'est la même chose en fait. Il faut retirer le maximum de contraintes. Et puis, en effet, quand tu vas faire cette chose-là, il faut que ça résonne en toi. Il y a plein de choses qui sont des mécanismes intérieurs qui font que le changement et amener les gens, et c'est la culture du changement. Hein, et tu le vois dans les boîtes, faire changer les gens qui sont habitués à des usages, qui sont habitués à un système classique. Faire changer les gens, il faut beaucoup, beaucoup d'énergie. Et c'est le cas de Maud sur Gringot, qui est de dire, en fait, ils sont tous, les gens, ça fait 50 ans qu'ils sont dans leur même banque. À quel moment ils vont mettre leur argent chez Gringot, tu vois. Et comment tu arrives à faire switcher des gens qui vont te dire, non, mais jamais je vais retrouver mon argent parce que il va se passer 1000 choses dans leur tête. Il faut réussir à les embarquer et puis être résilient parce que ça prend du temps aussi. Ça prend du temps. Il y a cette notion de résilience, en tout cas dans les projets écologiques aussi. Ouais. Je mettrai en description de la vidéo YouTube du coup le lien du site Home pour que s'il y a des entreprises qui nous écoutent qui veulent implémenter des machines chez elles. Je mettrai ton LinkedIn aussi s'il y a des gens qui veulent te contacter. Avec plaisir. Et peut-être aussi des fonds s'il y a des fonds qui nous écoutent parce qu'il y a pas mal de VC aussi qui écoutent le podcast, tu vois, qui voudraient peut-être faire passer une autre vitesse encore. Ça serait cool que les fonds se rassemblent ou je sais pas pour faire des grosses levées de fonds aussi en Europe. C'est vrai que sur du hardware, on en voit peu. Ouais. Ou même des entrepreneurs qui voudraient se lancer dans le hardware, qui ont besoin de conseils ou tu pourrais accompagner quoi. Ouais, avec plaisir. Bon, j'aime bien de toute manière, c'est l'autre sujet quand on est passionné d'hardware et aussi d'industrie, de transmettre aussi ça au maximum pour qu'il y ait plus de projets. Donc, je suis toujours très curieux, donc il ne faut pas hésiter. La porte est ouverte, donc c'est sympa. Ouais. Donc, je mettrai le LinkedIn de Clément, n'hésitez pas à le contacter. Et puis le lien du site pour découvrir le produit. Même ceux qui sont curieux d'aller voir la machine, moi je la trouve vraiment belle. Et moi je dis toujours, j'ai un jargon qui dit la forme crée le fond.
Et les gens oublient souvent ça, notamment les ingénieurs. Ils commencent par le fond, mais en fait, globalement, la première chose que tu vois, c'est la forme en général. Donc, et souvent, le marketing crée aussi un peu quand même l'expérience et le fond derrière. J'ai commencé ma carrière chez L'Oréal, donc autant te dire que c'est clairement un game changer dans un projet comme celui-là que de travailler sur la forme. Et c'était un pari qui a plutôt bien fonctionné. Ouais. En tout cas, bravo. Hâte de voir la suite. Les 2000 machines pour bientôt, on te souhaite, vu que vous êtes donc de doubler de taille. Et puis voilà, je te souhaite le meilleur. Je te dis à bientôt. Merci.